Cet épisode s'adresse à un public âgé de 13 ans et plus. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, on continue notre discussion sur les fanfictions. Je reçois à nouveau Sabrina et Jessica du podcast What the Fic. Allô les filles! Hey! Vous étiez venus au podcast, c'est ça, à l'épisode 16. Je le dis tout de suite, si jamais il y a des gens qui veulent faire pause puis aller le réécouter, parce que je le vois vraiment comme une partie 1, puis aujourd'hui, c'est comme une partie 2. On va juste continuer puis prolonger sur des aspects qu'on a effleurés dans la partie 1, puis des choses qu'on n'a même pas eu le temps d'aborder. Alors, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous avoir invités de nouveau. Ben oui, c'est clair. Je voulais vraiment vous recevoir. Moi, depuis la dernière fois, je suis allée à votre podcast. Oui. C'était pourquoi déjà? C'était pour... les chips qui sont moins populaires. Revendiquer un peu mon case sur Oui. Rogue et Hermione. Ouais, c'est une belle revendication. Mais ça s'est bien passé. Fait encore une fois, je vous redirige vers l'épisode de What the Fic où je suis allée défendre Rogue et Hermione. Puis, Sab, t'as commencé un podcast aussi qui s'appelle Cozy with Bruna depuis ce temps-là. Oui. Tu voulais-tu faire l'annonce tout de suite? Excuse, je vais couper ça. Pourquoi pas? Ça va être fait. Oui, c'est bon. Cozy with Bruna, ben, je peux te laisser expliquer c'est quoi le concept, mais c'est malade. Merci, c'est gentil. Ben en fait, malgré le titre en anglais, c'est juste parce que Cozy, c'est comme ma marque de commerce personnel. Là. Mais le podcast est en français. C'est un podcast dans lequel je fais la lecture d'ouvrages de fiction publiée et de fanfiction. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'une saison qui est Orgueil et préjugés. Et puis, le concept de Cozy with Bruna aussi, c'est que contrairement à un livre audio professionnel, je laisse mes commentaires en cours de lecture. Fait que mes moments de surprise, mes commentaires de « ben c'est bien tout croche, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là, nanana ». Ce qu'on se dit quand on lit, l'expérience qu'on a en tant que lecteur, je le laisse dedans. En fait, le but, c'est de créer un sentiment de présence, là, comme si on lisait en chum, comme Jess et moi, on se fait souvent dans nos petits week-ends cosy. C'est comme notre marque de commerce. C'est un produit affilié au podcast What the Fic, un peu, c'est comme un sous-produit qui est né du podcast. Puis l'idée, elle m'est venue, en fait, quand j'ai une de mes amies qui a vécu de la détresse psychologique l'année dernière puis qui était à l'hôpital avec juste son cellulaire. J'allais y lire des livres d'Agatha Christie que j'ai dans ma bibliothèque. Puis là, je me suis dit, moi, je suis là, je peux aller, tu sais, la divertir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans ces moments-là. C'est pas obligé d'être un moment négatif là, pour consommer Cozy with Bruna, mais c'est de là que l'idée a germé. Fait que j'ai voulu faire ce petit produit-là. Puis en même temps, moi, ça me permet de revisiter des œuvres que j'aime beaucoup. J'adore faire des relectures. Donc, la saison 1, Orgueil et préjugés, et la saison 2, que j'attendais d'annoncer sur notre épisode. Oui, on a une annonce exclusive aujourd'hui avec le contenu de ta saison 2. Là. Bon, oui. Les plus brillants vont comprendre un peu où qu'on s'en va. Ça a-tu un lien avec Harry Potter, coudonc? Mais tu sais, fait que mon but, c'est d'alterner une saison. Chaque saison est une œuvre. Donc, je vais alterner une fiction publiée avec une fanfiction. Saison 1, Orgueil et préjugés. Et saison 2, Manacled, en français. Donc, si jamais c'est une œuvre que vous voulez lire, que vous êtes curieux, mais que vous trouvez que c'est beaucoup là, d'énergie de lire en anglais, ou peut-être que vous n'êtes pas confortable à lire en anglais non plus, ou tu sais, c'est quand même une longue histoire quand même assez sombre, ben je vais vous la lire dans vos petites oreilles dès le 1er septembre, qui serait notre date de rentrée à Poudlard. J'adore! Si on prenait le Poudlard Express, c'est comme mon petit concept, mon petit clin d'œil. Ah, merci. Quelle belle stratégie marketing. Donc, dès le 1er septembre, d'ailleurs, Fred, tu as été là pour la lecture du premier chapitre. Je sais. Donc, on a lu le premier chapitre. Les 2 premiers épisodes, c'est un chapitre chaque parce que j'ai des invités sur ces épisodes-là. Et puis après, on enchaîne 3 chapitres par épisode pour un total entre 40 et 1h30 l'épisode. J'ai presque déjà fini d'enregistrer tout le volume 1. J'ai 10 épisodes de près là, au moment où on se parle. Oui, je me rappelle en janvier, là, quand je suis allée déjà, chez vous. Là, j'étais déjà en train d'organiser. Je ne suis rien si ce n'est pas organisé. Écoute mon intro pour la saison 2, ça sort en septembre, on est en janvier. J'étais genre, esti, moi, je suis pas organisée de même. J'étais vraiment impressionnée. Mais bravo vraiment pour ce projet-là, Merci. c'est super. Donc, tu sais, Manacled, je le rappelle, c'est comme la fanfiction. Bon, moi, à chaque fanfiction, ça, c'est la fanfiction la plus populaire. Mais dans le fond, Manacled qui a fait beaucoup jaser dans les dernières années, qui va être publié en plus par l'auteur. C'est pour ça que je voulais la faire rapidement. Bon catch. J'avais peur qu'elle le retire. Ça me surprendrait qu'elle le fasse. Puis aussi, tu sais, ça va être publié sous le titre Alchemized. Mais je fais juste une petite parenthèse vite faite. Elle va enlever tout ce qui est un élément de Harry Potter qui pourrait être un problème de copyright. Elle va le remanier. Bref, ça ne sera plus nécessairement l'essence de Manacled. Donc, avant que ça soit plus disponible, je voulais le rendre disponible en français.
Yeah! Fait que je me suis choisi une petite traduction, puis je vous fais la lecture. Puis il y a une ambiance et tout, là. Je mets comme un petit son de musique un peu J'en doute creepy. J'en doute pas. Yes. Oui, parce que c'est quand même rough comme histoire, apparemment. Oui. Ben là, j'ai juste touché au premier chapitre avec vous, là. Mais c'est un rendez-vous le 1er septembre, Cozy with Brina, Spotify, Excellent. Apple Podcast. Ben super, bravo. Merci. Puis pour votre podcast Wadafic, vous continuez, là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Vous avez un Patreon maintenant. Vous avez un Discord. Vous faites des clubs de lecture. Donc, j'invite les intéressés à aller voir sur votre page Instagram ou sur le Discord ou sur le Patreon. Bref, sur la page Instagram, tout est là. Parfait. Excellent. Ben, félicitations pour votre beau projet littéraire. Et maintenant, parlons fanfiction. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ben, j'ai comme séparé en blocs l'épisode. Là, puis le premier sujet dont je voulais qu'on parle, on l'avait vraiment là, effleuré d'effleurer. Très en surface. Moi, j'avais dit comment c'est différent là, les personnages dans les fanfictions que de l'œuvre originale. Puis on avait comme commencé à parler de Tom Riddle, mais finalement, on avait dévié vers autre chose. Donc là, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne le temps parce que vous avez fait un épisode là-dessus dans votre podcast, puis je trouvais ça super intéressant. Donc, juste d'en reparler un peu ensemble de comment les personnages dans les fanfictions sont différents ou sont... Comment on les découvre mieux dans les fanfictions que dans l'œuvre originale ou qui sont, plus secondaires puis tout. Commençons par Voldemort, Tom Riddle. Je trouve que c'est un gros morceau. Puis, c'est intéressant parce que, justement, Jess, j'ai réécouté l'épisode, puis ce que tu expliquais, puis ce que tu avais dit aussi dans notre première partie, c'est que dans l'œuvre canon, Voldemort est très unidimensionnel, il est juste méchant. On a un backstory, on a l'élément, love potion de sa mère sur son père, il est né dans un faux amour qui fait qu'il ne peut pas ressentir l'amour, mais il n'y a rien de plus que ça. On ne comprend pas vraiment ce qui l'a mené vers sa soif de pouvoir, ce qui l'a mené à vouloir... éliminer tout ce qui n'est pas sang pur, alors qu'il n'est même pas lui-même un sang pur. Bref, je veux vous entendre sur Voldemort Tom Riddle. Ben, la fin, je vais juste rétablir un fait, parce que moi et Sam, on s'est similaires. On a fini par trouver la réponse à la question. J'appelle ça un peu l'effet Mandela en fanfic. C'est que des fois, il y a des... On va en parler plus tard, justement, dans l'épisode. J'adore. Mais des fois, il y a des trucs tellement amenés dans les fanfics qu'on ne sait plus si c'est canon, dans le fond, dans l'œuvre originale, ou si c'est fanon, qui a été créé par les fans. Notamment... Le fait que Tom Riddle a été créé durant l'Harmontensia, dans le fond, la potion d'amour, ça, c'est vrai, c'est dans l'œuvre de J.K. Mais le fait que ça fait en sorte qu'il ne peut pas aimer, ça, c'est dans les fanfics. C'est juste tellement populaire dans les fanfics qu'on pense que c'est canon. J'ai la bouche ouverte en ce moment, puis je sais pas quoi dire, puisque moi, je l'ai dit souvent. Ouais. Ben, tu sais, on le sait, là, Voldemort peut pas ressentir l'amour. Je l'ai dit plein de fois, mais on dirait que c'est vrai. C'est tellement la déduction logique. C'est vrai, mais c'est pas à cause qu'il a été conçu sous l'influence de la mortalité. Non, c'est ça. Ils disent qu'ils ressentent pas l'amour. Nous aussi, on a des épisodes où Puis moi, je suis là, oui, madame! C'est vraiment intéressant. Il n'a jamais ressenti l'amour ni rien, mais c'est pas nécessairement causé par la potion, c'est les fans qui ont amené ça. Je trouve que c'est une théorie qui découle de la logique. Tu sais, si on demanderait probablement à l'autrice, est-ce que c'est ça? Puis tout, elle dirait sûrement oui, mais quand même. Donc, par rapport à Voldemort, effectivement, c'est un être super unidimensionnel dans l'œuvre originale. Puis je pense qu'il faut se rappeler que l'œuvre originale, c'est un livre de base jeunesse qui a été écrit à une autre époque où on travaillait moins un peu les méchants. Tu sais, c'était comme le big villain, puis c'est tout. Ce que je trouve le fun dans les fanfictions, c'est qu'on prend ça, on le jette à la poubelle, puis on part sur des nouvelles bases. Donc, un truc qui est vraiment souvent amené, c'est le fait que la cause des sangs purs. Parce que Tom Riddle n'est pas un sang pur. Toute sa vie, il se trouvait différent des autres. Puis quand il a découvert qu'il y a la magie, il est en amour avec le pouvoir et tout. Puis c'est tellement toujours senti faible que ça explique aussi sa soif de pouvoir. Puis souvent, ce que les auteurs font, c'est qu'ils expliquent qu'il prend la cause des sangs purs. Il ne croit pas en cette cause-là, il n'en a rien à foutre. Ouais. Mais il prend cette cause-là parce que c'est tous les sorciers les plus riches, les plus puissants. Puis il sait très bien que s'il les met dans sa poche, ça va lui permettre de se rendre au pouvoir, de se rendre au ministère. C'est son seul chemin vers un genre de pouvoir absolu. Exactement. C'est un levier d'influence, en fait. C'est s'allier avec les sangs purs. Puis je pense que ça lui crée quand même un plaisir assez pervers de contrôler ces sorciers-là qui se pensent donc puissants puis donc incroyables, puis que lui, c'est un petit orphelin, sans mêler, il est arrivé dans la pauvreté, d'un orphelinat, il connaît rien. Je pense que ça y crée comme
souvent, les auteurs l'amènent vraiment comme un plaisir sadique de genre, techniquement, c'est moi le faible, c'est moi qui n'ai pas rapport, puis je vous écrase. Puis souvent, dans la série, dans les fanfics, dans le fond, il explique que Tom ne dit pas que c'est un sang-mêlé. Personne doit découvrir que son père, c'est un moldu. Puis un autre aspect super intéressant, Tom est décrit dans les livres comme étant extrêmement beau, extrêmement charmeur, calculateur, très manipulateur. C'est le cas dans les fanfics. Puis un point que ça brise mon petit cœur, il déteste son apparence physique. Hein? Il est full beau! Oui, parce que c'est le portrait craché de son père. Moldu. Son père moldu. Puis son apparence physique, c'est la seule chose qui lui permet de... C'est l'aspect principal qui lui a permis de se rendre aussi loin jusqu'à maintenant. Parce qu'on s'entend, Tom Riddle aurait été vraiment, là... Tu sais, il y aurait eu l'air exemple de Peter Pettigrew. Personne ne l'aurait pris au sérieux. Mais en fait... C'est dommage, mais c'est ça quand même. Un parallèle à faire, c'est que Snape a un peu eu les mêmes ambitions, puis c'est pas rendu aussi loin parce qu'il est beaucoup moins charismatique et attirant traditionnellement. Ouais. Fait que pour c'est juste un exemple. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que dans le fond, c'est ça. Pour Tom Riddle, c'est vraiment ça que je trouve qui est intéressant. Puis, tu sais, c'est que dans le fond, il change pas vraiment dans les fanfics. Là. En général, Tom Riddle, ils reprennent exactement sa description physique, ses traits de personnalité. C'est juste qu'ils vont aller chercher son histoire puis ajouter des choses, notamment le truc qu'il peut pas aimer à cause de l'Armontentia. Souvent, quand il y a des exemples dans des ships entre Tom Riddle, Hermione, Tom Riddle, Harry, l'amour qu'il ressent pour ces personnages-là, c'est pas un amour-amour. C'est un amour obsessif. C'est très toxique. Mais c'est le seul type d'amour que Tom peut connaître, dans le fond, puis ressentir. C'est que lui, il veut posséder des choses. Il a tellement rien eu dans sa vie qu'il possède des choses. Puis un autre trait qu'on voit beaucoup... Fait qu'il voit les gens comme des choses aussi. Là. Oui, c'est comme des pions sur un jeu des possessions, là. Puis un autre truc qu'on voit beaucoup ici, c'est le fait que Tom... il y a vraiment des trucs tristes, mais pour moi, dans mon sens, ça serait probablement canon si on aurait un peu plus exploré Voldemort dans le livre original. Le fait que quand c'est le temps de Noël ou des choses comme ça, il reste toujours à Poudlard parce que soit il retourne à l'orphelinat ou il n'y a nulle part où aller. Puis comme il n'y a pas beaucoup d'argent, il porte toujours son uniforme. Puis c'est pour ça que son uniforme est soigneusement replissé puis tout. C'est qu'il y en a juste un. Il y a juste une paire de pantalons. Oui, absolument. Il n'y a rien à son nom. Il est né dans l'époque où il y a la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'il n'y a rien. Oh my God, c'est bien triste. Voldemort aurait dû gagner la guerre. Il y aurait eu quelque chose. Si Grindelwald avait eu un effort de recrutement dans la jeunesse, Voldemort aurait probablement... si Grindelwald avait gagné sa guerre à lui, Voldemort aurait été dans ses rangs. Là. Ben ouais, puis... Ah non, mais j'aime pas ça. Ouais. Il l'humanise vraiment beaucoup. En fait, c'est dur d'humaniser un serial killer, là. Puis limite, il fait quasiment un génocide, là. C'est ça qu'il veut faire. Ouais. Mais c'est ça. Il essaie de l'humaniser au maximum. Puis c'est vraiment des traits que je trouve qui... Tu sais, dans la fanfic, il change pas nécessairement son personnage comparativement à d'autres personnages dont on va parler plus bas. C'est juste qu'ils prennent la base puis ils la rendent vraiment tridimensionnelle. Là. Ils ajoutent plein d'affaires. Mais en même temps... Voyons. Mais en même temps... T'as-tu fumé 8 cigarettes avant l'entrée ici? Malheureusement, non. Mais en même temps, tu sais, si dans l'œuvre originale, Voldemort était développé à ce point-là, justement, on serait un peu ambigu à voyons, pas le résultat, mais c'est ça, comment ça termine, tu sais. Ouais. Donc, il faut qu'un méchant reste 100% méchant puis qu'il n'y ait pas de temps, justement, toutes ces informations-là. Et jeunesse aussi. Et jeunesse, c'est ça. Ça va avec les tendances en littérature. Je pense que oui. Dernièrement, les méchants sont plus morally grey, puis les gens aiment plus lire des méchants qu'on est comme... Y est-tu vraiment... Tu sais, genre Thanos, c'est un exemple. Hey, c'est exactement ça que je pensais. Tu sais, c'est un méchant, mais il y a une logique derrière. Il fait pas juste tuer du monde pour tuer du monde. Il en prend pas plaisir. Au contraire, même qu'il dit dans les films, je le fais parce qu'il n'y a aucun d'entre vous qui serait capable de faire ce sacrifice-là. C'est ça. Puis on regarde les livres de 2015 et moins. La tendance, c'était vraiment plus, ça prend un big villain, puis c'est tout. C'était noir et blanc. Je comprends. Non. Mais ces vilains-là, c'est ça, on finit par... Est-ce qu'ils finissent par avoir genre une rédemption, puis sont full gentils, puis... Ben, il y en a que oui. Sont acceptés, puis... Zuko, dans Avatar The Last Airbender, un bel redemption arc. Mais c'est pas lui vraiment le villain, c'est son père. Ben, il est quand même... tu sais, je veux dire... Ouais. Il est pas clean, là. Ouais. Mais il s'était pas rendu trop loin en tant que vilain qu'il était sans possibilité de rédemption. Je comprends. Voldemort, peu importe à quel point tu l'humanises, peu importe à quel point Hermione voyage dans le temps puis essaie d'en faire une bonne personne, souvent, il tombe quand même dans la magie noire. C'est juste que la fin va être un peu différente. Ouais, c'est ça. Fait que peu importe à quel point elle est optimiste puis elle essaie de l'aider puis de l'éviter puis de pas lui donner d'informations pour qu'il ait une vie normale, elle veut justement lui faire tomber en amour avec la vie puis le beau
c'est pas juste du pouvoir puis des connaissances, c'est comme aimer ton déjeuner, même parce que c'est des gaufres puis t'en manges pas souvent. Genre, un enfant de même, c'est de savourer les petites choses, peu importe à quel point il essaie de l'aider dans cette quête-là, mais il est pas capable. Ben, souvent, ce qu'on va voir avec Voldemort, les deux façons qu'il amène dans la fanfic, c'est soit il finit par apprendre ce qui devient dans le futur. Donc, au lieu de fragmenter son âme 60 millions de fois, il décide de prendre Hermione pour qu'elle contrôle le ministère puis que lui, il gère Hermione. C'est sa façon un peu détournée de prendre le pouvoir, d'être plus intelligent. Ou il fait toutes les erreurs de Voldemort, mais à la fin, Hermione réussit à ramener toute son âme ensemble. Puis comme toutes les pièces fragmentées sont revenues ensemble, il n'y a pas le choix de ressentir des émotions. Genre, tout arrive en même temps. C'est souvent les deux voies qu'on voit dans les fanfics. Intéressant. Beaucoup de personnages vont avoir une multitude d'avenues en ce qui est la fin de leur fanfiction. Voldemort, on est un peu limité à ce niveau-là. Ouais. Parce que sinon, tu le dénaturais. C'est pas ça qui fait C'est des mauvaises l'intérêt de la fanfiction sur Voldemort. Super. Merci. Prochain personnage, déjà. Drago Malfoy, bien évidemment. Vas-y. J'ai rien à dire. Décrit comme étant maigrichon, avec un visage pâle et pointu, les cheveux blonds lichés, les yeux gris, froids de glace, qui va varier beaucoup avec la fanfiction. Des fois, il va avoir les yeux bleus, les yeux pairs. Bon. Dans les livres aussi, on le décrit comme étant malicieux, paresseux, prétentieux, énergie gosse de riche. Là. Entre autres, on se rappelle dans la chambre des secrets, mon père dit, non, couché sur le divan comme si la salle commune des Serpentards lui appartenait. Puis il vole un cadeau. C'est à toi? Puis il met ça dans sa poche. Donc, un peu de malice, là. Tu vois que le fond n'est pas tout... Puis, mais très intelligent. Très intelligent. C'est un combo dangereux, le malicieux et intelligent. C'est-tu Canon qui est intelligent puis qui est bon à l'école? Non, hein? Ben, en fait, c'est pas Lucius qui dit à Drago, genre, tu t'es fait battre par une centbourbe. Fait que ça implique qu'il doit pas être bien loin. Là. Dans la potion, il est tout le temps deuxième. Ouais. C'est ça. Ça, c'est canon, là. Ça, c'est canon, oui. Mais là, j'hésite à mettre le saut de canon depuis hier soir. Mes fondations étaient ébranlées là, avec la Mortentia, mais... Il me semble que oui, je suis pas mal sûre que c'est canon. Ouais. OK. Dans les cours de potions, parce que Severus, il complimente souvent ses potions. Puis Malfoy, il est dans les cours avec Slughorn, sûrement. Mm-hmm. Pour ça, il fallait avoir O ou EE. C'est ça. Fait qu'on peut déduire à travers ce genre d'éléments-là qui étaient considérablement intelligents. You may continue. Thank you. Dans la fanfiction, Drago va souvent avoir une panoplie de métiers qui vont lui être associés. Donc, parfois, il va être gestionnaire des entreprises Malfoy ou des avoirs Malfoy. Puis, il va avoir un petit side hobby de philanthropie, des dons à gauche puis à droite pour rétablir le nom Malfoy. Souvent, il va être Aurore et ou garde du corps de Hermione en ce qui concerne les Dramions, ou Aurore dans le département avec Harry pour les Drarry. Un rôle qui lui est attribué beaucoup. Joueur de Quidditch, on le rencontre une fois de temps en temps. Mind Healer, donc à l'hôpital, et professeur de potions à Poudlard. Intéressant. C'est comme le range de rôle professionnel qu'on lui accorde, ce qui, je trouve, est un bon reflet des multifacettes de Drago Malfoy. Oui. Qu'on le voit dans autant de professions, ça exprime là, que les gens sont comme... Il pourrait faire ça, il y a une personnalité plus profonde que ce qu'on lui accorde à première vue dans le matériel canon. Au niveau du physique, souvent très grand. Ça varie. Comment il est... Oui, c'est... Bon, en hauteur, souvent, il est grand, mais en largeur, ça peut varier beaucoup. Ça. Des fois, il va être très bulky, surtout dans les fanfictions, il est un joueur de Quidditch, ou un aura. Mais en toi puis moi, il doit jouer au Quidditch. S'il pratique un sport de moldu, c'est le tennis. Oui. C'est pas le golf, je pense. C'est comme un petit sport de riche. Oui, c'est ça, exactement. On est d'accord. Donc, souvent, il va être très grand. Ça, c'est standard, mais il y a des fanfics dans lesquels il va être plus bulky, puis justement, bon, joueur de Quidditch, aura, mais il y a aussi des fois, il va avoir une shape plus, à la Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, qui est lean, il est musclé, tu le vois qu'il est musclé, mais plus petit en carrure. Et ça aussi, c'est intéressant. Au niveau de sa personnalité, tout dépendant de c'est quoi les tropes, mais plus souvent qu'autrement, il va avoir sa froideur, va avoir switcher à de l'introversion puis à être plus réservé. Il va être très, très, très observateur, toujours très observateur. Ça, c'est une constante. Sinon, le personnage de Malfoy est dénaturé. Parce que Malfoy, ça a beau être... J'arrête pas d'accrocher mon micro, je m'excuse. Malfoy a beau être un bully à Poudlard, c'est un bon bully parce qu'il est capable très vite d'observer sur quel bouton il faut peser pour faire capoter ses victimes. Puis, je suis pas en train de dire que c'est un bon bully positif, là. T'sais, on est d'accord. Mais comme il fait bien sa job, entre guillemets, parce qu'il observe beaucoup les gens, leurs faiblesses,
sur quoi jouer pour faire mal. Donc, ce talent-là d'observation ne s'en va nulle part là, en vieillissant. C'est juste qu'il l'utilise à d'autres fins, en fait. Et puis aussi, on a un Draco Vila qui fait des apparitions de temps à autre en fanfiction. Donc, on se rappelle que dans le canon, il y a Fleur de la Cour, qui est un corps Vila, je pense. Ouais. C'est sa grand-mère, qui était une Vila ou son arrière-grand-mère. Ouais. Donc, elle a hérité de la beauté de ce gène-là. Donc, il y a certaines fanfictions, puisque les Malfoy sont blonds platine, où on va dire qu'il y a un gène qui s'est perdu à travers les générations, puis que ça va se manifester vers la fin de la puberté, puis là, il va avoir un soulmate. Fait que là, s'il rencontre pas son soulmate à l'intérieur de genre 12 mois, l'affaire de même, il se transforme en oiseau. Là, c'est pas le genre. Là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va rencontrer beaucoup. Moi, j'adore une Draco Vila fanfic. Il y en a pas beaucoup et elles sont rarement bonnes. Dommage. C'est dommage. Mais c'est parce qu'il faut tout le temps que je m'occupe de tout. Ça enlève le plaisir de les lire après. Là. Faut que tu les écrives. Faut que je les écrive pour pouvoir les lire. Mais donc, Draco Vila, c'est quelque chose qu'on rencontre quand même assez souvent. Mais mon Draco préféré, c'est Draco Aurore. Je trouve que dans les fanfics, ce que j'aime, puis là, je me base sur 2 fanfics que j'ai lus de Ramian, Isolation puis Disappearance, whatever, où Drago est, une fois qu'il est plus en contact avec sa famille, on dirait que c'est là qu'il peut finalement connecter avec lui-même, comprendre un peu qui il est, puis qu'il y a comme pas une quête identitaire qui part, mais oui, un peu. Mais comme beaucoup de gens qui vivent de la remise en à la question maison, des valeurs, remise en question de tout ce qui s'est fait inculquer dans toute sa vie, puis c'est ça que j'aime des fanfictions, de comprendre que dans le fond, je pense que c'est exactement ça se passerait canon si Malfoy avait été amené justement à comme être dans un contexte de guerre, être plus dans la guerre, justement, dans l'Isolation que dans Disappearances, c'est ça. Puis ça fait que on comprend mieux, justement, pas les déchirements intérieurs, mais ce qu'il torture, puis comment il a été bâti, justement, puis qu'est-ce qui peut l'amener à être meilleur. Ouais. Moi, je trouve que la famille Malfoy me fait beaucoup penser aux Peaky Blinders. Dans le sens... OK, ben il y a certains auditeurs, j'imagine, qui vont comprendre ce que je veux dire. Dans le sens que les Peaky Blinders, t'es loyal à ton clan, à ta famille, d'abord et avant tout. Ce que tu fais, tu peux être un trou de cul dans ta vie personnelle, là. Mais tant que tes actions qui impactent la famille bénéficient à la famille. Puis si c'est pas le cas, c'est comme une gang, là. C'est vraiment comme un gang. Fait que les Malfoy ont vraiment cette énergie-là, beaucoup. Donc, tant qu'il est sous l'emprise de ses parents, c'est difficile pour lui d'aller à l'encontre de ça. Tout ce qu'il fait, c'est pour le non-Malfoy, c'est pour bénéficier à Malfoy. Et, contrairement à nous, ici, si on était dans l'univers d'Harry Potter, on n'est pas des legacy. Fait qu'il faut pas penser au fait que nos actions vont influencer les gens qui vont nous suivre dans notre famille. On n'a pas ce degré de planification-là. Lucius, là, lui, là, il planifie tout là, pour dans 100 ans. Là. Ouais. Mais je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ça. On n'en parle pas assez de ces personnages-là, mais Andromeda, qui est la sœur de Narcissa. La mère de Tonks. Ouais. Souvent dans les fanfics, souvent dans les fanfics, Draco reconnecte avec Andromeda. C'est vrai. Via Narcissa, parce que son père est à Azkaban. Ou décédé. Donc, ouais. Puis donc, il est vraiment, tu sais, Narcissa, souvent, elle est dans l'ombre de Lucius, puis elle suit Lucius, mais elle n'est pas nécessairement méchante, contrairement à Lucius. Méchant est un grand terme, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Puis souvent, via sa mère, dans le fond, il reconnecte avec Andromeda, puis il rencontre Teddy. Teddy. Teddy Lupin. C'est Andromeda qui s'en occupe. Ouais. En fanfiction. Souvent, c'est ça. C'est l'enfant, dans le fond, de Tonks puis Lupin. Puis c'est une des facettes que je vois beaucoup dans les fanfics qui font changer Draco. Oui. Il vient tonton Draco. C'est ça. Puis le fait aussi de reconnecter avec Andromeda, qui est comme la sœur de sa mère, puis il a toujours été un mommy's boy, là, clairement. Fait que, comme, tu sais, il est super proche de sa mère. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est un aspect important aussi du personnage dans les fanfics. Encore le fait que tu exprimes que Narcissa a subi un peu les décisions de Lucius, mais elle va jamais à l'encontre de ça. C'est juste un deuxième argument, comme les Malfoy, c'est un gang. Ouais. C'est comme, maintenant, t'es marié dans cette famille, subis. Exact. C'est ça, la décision de ton patriarche. le format Malfoy est quand même assez traditionnel. La décision du patriarche, donc de Lucius, c'est ça. Puis d'ailleurs, dans les fanfictions, souvent, si Lucius est hors d'Azkaban, la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de trouver une femme à Draco. C'est des contrats de mariage. C'est des contrats qui ont été signés dans l'enfance. Ah, ça fait tellement tout du sens que ça se passerait de même. Fait que c'est ça, c'est vraiment un personnage très, très intéressant. Mais comme tu vois, dans The Disappearances of Draco Malfoy, est-ce que tu as trouvé ça... J'ai pas fini encore, by the way. De ce que tu as lu. Bon. Est-ce que tu trouves ça tiré par les cheveux, ce qui se passe jusqu'à présent? Non. Fait que ça montre à quel point, comme tu dis, si on le retirait juste de la coupole du pouvoir de Lucius puis Narcissa,
Mais dans The Disappearances, ce que je capote, puis on s'en reparlera tantôt parce que c'est ma recommandation, même si Sab l'a recommandé dans la partie 1. J'insiste. C'est un classique. Ce que j'aime, c'est que c'est fascinant. Incroyable, hein? Parce qu'il est avec le trio. Ça me donne une nouvelle vue du trio. On dirait, parce que c'est écrit du point de vue de Malfoy, la moitié du livre, tu sais, Hermione ou Malfoy. Du point de vue de Malfoy, c'est débile mental de voir le trio, c'est ça, d'un point de vue externe que celui d'Harry. On dirait que je suis comme plus, je sais pas comment dire, plus avec eux dans la quête, la chasse aux Horcruxes. Puis c'est fou de voir, dans le fond, la contribution de Malfoy, comment il est important. Ah, c'est tellement bon. Tellement bon. C'est le tome 7. Ben moi, dans ma review Goodreads, je pense qu'il est écrit « Let's be for real, that's a canon event » ou quelque chose comme ça, genre « C'est mon tome 7 ». Exact. En plus, la fin, t'es pas rendu dans le score, mais dans la bataille finale, elle a repris des dialogues de la vraie bataille finale. Mais c'est ça qui est excellent. OK, on s'en reparle tantôt. Dernier personnage, Sirius Black. J'ai jamais lu de fanfiction où Sirius est dans le pairing principal. Puis de ce que j'ai compris, souvent, ce qui revient, c'est que Sirius, regoute à la liberté en sortant j'allais dire de prisonnier, de Azkaban, voyons. OK. Puis couche beaucoup par-ci, par-là. Ah ouais. Alcoolique peut-être même, fait le party. Vous voyez le genre. C'est le même qui est portrait dans les fanfics. Ben, en fait, Jess a mis le doigt dessus. Énergie, Jack Sparrow. Exact, c'est vrai. C'est ce que vous avez dit dans le podcast. Je l'ai réécouté aussi. C'est exactement ça, Énergie, Jack Sparrow. Oui. Puis la seule distinction qu'on fait à ce niveau-là... Oui. Ben, en fait... eyeliner, côte de cuir, let's go. Yes. Foufoune électrique. C'est sûr que oui. Mais il doit avoir un tatou de quelqu'un sur les fesses, sérieux, là. Ouais. Puis un petit anneau à l'oreille. C'est sûr. C'est une coupe de tatouages puis de piercings. Oui, c'est ça. Mais, je veux dire, sa description canon versus sa description fanon, je trouve que la seule différence, en fait, c'est que vu qu'il meurt jeune, on n'a pas le temps de développer son personnage outre mesure. Mais le fanon, j'ai l'impression que ça serait la croissance naturelle d'un homme qui a vécu ce qu'il a vécu après-guerre. J'ai pas l'impression que la pomme est tombée loin de l'arbre. Je sais que c'est pas une expression qui s'applique peut-être au contexte spécifique, mais je veux dire, comme, j'ai pas l'impression qu'on est si loin que ça dans le fanon de ce qui aurait pu être canon s'il avait eu le temps de vivre, là, parce que... S'il avait pu ne pas être caché, pouvoir sortir puis vivre sa vie, ça aurait été ça, un peu le party, je pense que oui. reconnexion avec Vraiment. Mais tu vois, la vie sociale. Nous, le fanon, on dit, c'est un grand gaillard magnifique, quelqu'un qui porte beaucoup de cuir, il y a une moto, il y a des tatous, soit bi ou pansexuel. Moi, je penserais plus vers le pansexuel que vers la bisexualité. Ouais. Monogame pour Hermione, ou s'il est polygame avec Hermione, c'est toujours avec Remus ou Severus. Polygame aussi avec Lupin. Oui, c'est ce que je dis. Fait que quand il est polygame, ça va être Hermione, Lupin, Severus. Ouais. C'est comme ces trois variantes, là. Beaucoup de ça, de polygamie. Parce que Sirius, là, c'est un homme qui veut goûter à la vie. Fait que pour lui, être monogame, c'est une malédiction, c'est une cage, dans beaucoup de fanfiction. Ouais. C'est, selon moi, un des personnages les plus modernes avec des lunettes 2024 qu'on a dans la fanfiction de l'univers d'Harry Potter. C'est ça. Il boit beaucoup de whisky. C'est un amateur de cigares et de cigarettes. Très arrogant, un peu en mode de... Puis là, je vais encore... Comme dans notre épisode, je vais il y a toujours les cheveux longs. Là. Toujours les cheveux longs. Jamais eu les cheveux courts. Ça serait de lui retirer son identifié, de lui couper les cheveux. Toujours les cheveux longs, unruly, donc frisés. C'est volumineux. C'est man bun, des fois. Fait que Sirius, là, où Jack Sparrow, c'est un bon séducteur, un peu coquin. Sirius, c'est plus quelqu'un qui est comme, je sais que tu veux me fourrer, fait que c'est quand tu veux, ma belle. C'est plus ça, son énergie, là. C'est pour ça qu'il se pogne tout le monde tout le temps. Là. Quand les trois, on est comme tu sais, puis on fait juste en parler. Puis dans Canon, ce qu'on effleure au travers de souvenirs, c'est que bon, c'était un gars séduisant qui avait confiance en lui, qui était populaire, qui était apprécié de tout le monde. Donc on se base là-dessus pour genre si
c'est ça. S'il n'était pas mort, puis il avait pu continuer puis revivre dans une liberté quelconque, ça aurait ressemblé à quoi? Ça fait vraiment Mais du vraiment sens. après-guerre, par contre. Je pense pas que tant que la guerre se passait, je pense pas que ça aurait été aussi extraverti. Après-guerre. Ça va être un retourneur de temps. Ça va être que Hermione est capable de le faire sortir du voile du département des mystères. Ça va être qu'il retrouve une mèche de cheveux, puis ils font une potion, puis un sacrifice, puis je sais pas trop quoi, puis il revient à la vie. Tu sais, le monde là, exploite toutes les failles qu'ils peuvent pour ramener Sirius à la vie. Ouais, ben des fois aussi, j'ai lu une couple de fanfics où Sirius meurt juste pas, dans le fond. Oui. Qui survit. Puis, juste pour ajouter à ce que tu as dit, il y a ce Sirius-là, mais il y a aussi le Sirius dans les fics, surtout les fics Sirius Remus. Dans le fond, les Wolfstars, on en a parlé tantôt aussi, mais dans ce ship-là, souvent, Sirius, c'est genre loyal fois 1000. Mais c'est un pacte. Puis il y a beaucoup de gens qui l'expliquent sous un pacte, genre Lupin, c'est un loup, Sirius, c'est un chien. C'est comme s'ils forment leur pacte. Ouais, ben c'est aussi beaucoup, c'est ça, il y a un petit peu des fois du Omegaverse, mais il y a aussi le fait que je vois ça beaucoup sur TikTok, justement, des édits, dans le fond, où on voit Sirius compter le nombre de lunes qu'il peut pas, quand il est à Azkaban, le nombre de lunes qu'il peut pas être là pour Lupin quand il se transforme. Fait que t'as le Sirius vraiment... souvent dans les fics d'Hermione, t'as le Sirius all-in puis tout le kit, mais t'as aussi le Sirius... dans les fics gays, dans le fond, avec Lupin, où c'est complètement le contraire. Il est genre en mode, je viens de sortir Azkaban, puis je passe ma vie avec lui. Ouais. Oh mon Dieu. Mais. Parce qu'il l'a enfin retrouvé après toutes ces années. Oui. Super. Écoutez, le temps passe vite déjà. Donc là, j'avais d'autres petits personnages. Je voulais qu'on aborde rapidement dans les différences, encore une fois, canon-fanon. J'aime bien le terme fanon, donc je vais l'utiliser. Merci. Absolument. Neville, d'abord. Mais je me tourne vers toi, Sam, parce que c'est toi qui as commencé à lire des fanfics récemment avec Neville. On s'en parle tantôt. Mais qu'est-ce qui est plus développé côté Neville dans les fanfics? Bien, à la base... Neville canon, très straightforward, petit dodu, blond et maladroit et bégayant. Fait que c'est pas difficile de faire plus avec ce qu'on a. Ouais, une belle évolution. C'est sûr qu'il faut souligner que Matthew est pour beaucoup de ce qu'on voit de Neville en fanfiction. Je comprends. Donc, ça l'a inspiré beaucoup. Dans les livres, il n'est pas devenu beau, là. Non. Ça a surpris tout le monde. Ça l'a inspiré, certainement pas. C'est ça. Je suis convaincue. Donc, j'avance cette hypothèse aujourd'hui. J'adore. Neville en fanfiction, grand, fort, parfois costaud, rond, mais toujours fort. Fait que, puisqu'il était dodu quand il était jeune, il y a des gens qui disent qu'il est dodu adulte, mais qu'il est clairement fort à force de charrier des poches de terre dans les stars constamment. On va se dire. Une Girl. Encore une fois, Jess, elle a mis le doigt dessus ce matin quand on s'en parlait. Il y a comme une shape de fermier. Ouais. Amour est dans le prix. Ben, c'est drette que ça. J'étais comme, je veux Amour dans la greenhouse. Je voulais écrire l'amour dans les serres pour notre Patreon. Tellement l'amour est dans le prix. Eh oui. Une shape de bachelor dans l'amour est dans le prix. Parce que pour les gens qui nous écoutent, vous avez pas vu la tronche. Elle vient d'avoir une épiphanie. Je suis comme, ça fait tout le sens du monde. Ouais. Bon, c'est qui va l'écrire, ce fanfic? On va s'assigner des fanfics à écrire, là. Je vais écrire un one-shot pour notre Patreon qui va être disponible à tout le monde d'ici quelques semaines. Mais qui fait l'amour dans le prix? Oui. Ouais. L'amour, on va l'appeler par contre l'amour dans les serres. J'adore. Bref. Donc, c'est ça. Matthew Lewis a influencé le fait qu'on peut se l'imaginer comme un hot guy. Exactement. Confiant, pas arrogant, calme et posé et surtout, dominant. Ça, je suis pas capable d'accepter que ça se peut. Je crois que, comme on dit en culture populaire, it's always the quiet ones. Ouais. Il y a un one-shot qui l'explique très bien. Le one-shot s'appelle Matched, dans lequel Hermione se fait l'observation qu'elle comprend pourquoi Neville est dominant, parce que sa vie familiale, il a été retiré par une femme. Puis ensuite, dans son enfance, il a subi le courroux de sa grand-mère. Donc, c'est pas étonnant qu'il ressente un besoin de domination envers la gente féminine dans ses rapports sexuels. Puis dans les fanfictions que j'ai lues, ça faisait plein de sens pour moi. Et Daddy Neville is a thing, c'est un hashtag sur AO3. Daddy Neville, Dom Neville. Je sais. J'étais à la même place que toi jusqu'à temps que je lise la fanfic que je vais recommander tantôt. J'étais à la même place et ça m'a ouvert un horizon incroyable. Je ne suis plus... Littéralement, il a fallu que je m'assoie avec mon journal et que je fasse l'introspection parce que j'étais comme... C'est pour ça que je suis célibataire, man. Je cherchais des dragons alors qu'il me faut un Neville.
OK, ben j'ai hâte d'entendre ta recommandation, puis... You're shook. Je n'irai pas plus loin, parce qu'en effet, moi, Neville et domination, ça va pas ensemble dans ma tête. Ben, mais je comprends ce que tu dis. C'est justement ça qui est le fun, c'est qu'on s'y attend pas, fait que ça ajoute. T'sais. Le spectre de la domination est large aussi. Ouais, les gens voient tout le temps ça aux extrêmes, là, quand on parle de la culture BDSM, là, mais il y a un spectre c'est un peu à la 50 Shades, genre, son affaire, ou même moins? Oui, moi, je sais pas. Je me rappelle plus tant des 50 Shades, mais quand je lisais la fanfic, j'étais pas comme choquée là, de ce que je lisais. Là. Mais je trouvais le développement de cet aspect-là de son personnage très intéressant. Super, merci. Prochain personnage, Hermione, rapidement, parce qu'on pourrait beaucoup... Ouais. On pourrait dire beaucoup de choses. Hermione, canon, c'est un personnage déjà très riche et qui nous permet beaucoup de possibilités dans les fanfictions, mais je pense que c'est très facile de demeurer true to character dans les fanfictions. On la connaît tellement bien que dès que ça dérive du canon, moi je suis pas capable d'embarquer dans une fanfiction où je ne reconnais pas Hermione. Fait que l'expérience avec Hermione est un peu différente que les autres personnages qu'on a abordés jusqu'à présent, pour ma part. Vas-y, Jess. Dans le fond, Hermione, il y a 2 choses à soulever. C'est le fait que dans les fanfics, elle est soit out of character, soit canon. Okay. Moi, personnellement, je préfère les canons. Puis le Hermione canon, il est vraiment unhinged parce que Rip Rita Skeeter qui s'est fait transformer dans un bocal en verre que si elle sort de là, elle meurt. La Niacho avec la cicatrice de bouton sur son visage. Ouais. Oui, c'est pas juste une bully qui lit, là. Non, c'est ça. She's a baddie, là. She's a baddie, exact. Puis on le voit moins dans les films, mais dans les livres, c'est ça qui est vraiment présent. Elle est courageuse, loyale, avide de connaissances, féministe, justicière, elle donne beaucoup d'elle. L'aspect physique aussi, beaucoup plus respecté dans les fanfics. Le fait qu'elle ait des cheveux unruly, full frisés, avec du frizz, puis qui ne gère pas, là. Ça, on le voit souvent. Ça reste toujours pareil. La différence, c'est les 2 Hermione qui sont out of character. Tu as la Dark Hermione, qui est souvent présente des fois avec les Draco, les Tom, où elle est à recherche de connaissances et pouvoirs, puis qu'elle se met à utiliser la magie noire. Souvent, on le voit. Puis souvent, Hermione, je trouve que c'est, même dans les fanfics un peu plus soft, c'est elle qui va... Tu sais, Harry va toujours dire on n'utilise pas la magie noire, mais c'est elle, au milieu de l'action, qui va le faire. Elle va se sacrifier elle-même pour les autres, dans le fond. Elle va utiliser le Avada Kedavra plutôt que, genre, je sais pas, Expelliarmus, qu'on n'est plus capable. Ouais, c'est ça. Versus Harry, qui est très stick to morals, puis Hermione, c'est pas le cas. Puis t'as la out of character, où, ça, c'est celle que j'aime le moins, c'est une femme soumise. Moi, je m'excuse, Hermione, après-guerre, que Draco, il dit qu'elle a des dents de lapin ou des cheveux tout croches, puis qu'elle a passé au travers de la guerre, puis qu'elle se met à pleurer en courant, là. Je ferme, puis je délite la fanfic tout de suite. C'est pas gentil avec moi. Ouais, ça, vraiment, on le voit beaucoup. On voit sinon une Hermione que, genre, tu sais, Tom la menace, puis comme elle se recroqueville dans un coin alors qu'elle a fait face à vol. Tu sais, il y a plein d'affaires qui ne fitent pas. Genre, une Hermione soumise ne fonctionne pas. Justement, tantôt, je vais faire une critique d'une fiction où j'ai comme pas une Rogue Hermione, où j'étais comme, Hermione n'est pas tant... Je sais pas. Il y avait un potentiel manqué. Super intéressant. Rogue, rapidement. Ouais. On l'avait dit dans l'autre épisode, gros backstory, évidemment. Je pense que ce qui est intéressant souvent dans les fanfictions, c'est de comprendre un peu comment il réfléchit dans sa tête, dans certaines fictions où c'est écrit de son point de vue. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que moi, c'est... Ben, il y a quelque chose que je voulais dire que je pense que... Je sais pas si t'es au courant. Okay. Mais ça, c'est canon, puis ça a été confirmé par J.K. Qui se faisait battre par son père. Non. Ah. Aucune empathie. Il se faisait battre par son père. Avec l'accent. Hein? C'est pas ça? Non. Okay. C'est qu'il a été aveuglé par la magie noire, puis il est devenu mange-mort pour impressionner Lily. C'est une quote de J.K., ça. Parce que le monde demandait pourquoi il est devenu mange-mort, tu sais, je veux dire. Puis c'est ça, c'est parce qu'il voulait tellement se démarquer puis impressionner Lily. Tu vas pas impressionner Lily, hostie. Ça a été confirmé par J.K. connaît. Faut pas oublier que... Je vais juste faire une parenthèse ici. Les gens utilisent les outils qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. C'est tout ce qu'ils connaissent et tout ce qui l'a réconforté quand il était à Poudlard. C'est la seule place où il a trouvé de l'appartenance. C'est sûr que dans ta tête, toi puis moi, on pense pas comme ça. On a été élevés dans beaucoup plus de richesse qu'un personnage. Ouais. Comme ça, beaucoup plus d'amour et d'attention qu'un personnage comme Rogue. Mais Rogue, c'est tout ce qu'il connaît. Il s'en pouvait plus de partir de chez lui. En effet. Je peux pas croire que c'est moi qui amène de la sympathie pour Rogue, là, mais bon. Ben, moi, j'aime ça. Continue. Ce que j'aime, ça me fait penser aussi, c'est dans les fanfictions, de comprendre, dans le fond, tu sais, lui, il a perdu Lily, puis
sais, ça a juste été des one night quelques fois dans sa vie, mais il n'a jamais été vraiment touché par une femme de manière agréable. Disons, il n'a jamais voulu, évidemment, se rembarrer. Tu sais, son amour va à Lily, mais tu sais, ça aussi, c'est intéressant de se dire crime, pauvre petit. Ils ont quand même pris la peine de le sexualiser là, dans les Harry Potter. Là. Il y a comme des petits sous-entendus des fois qu'il aurait connu des femmes, mais pas plus que ça. Ah oui? Canon? Impôt. Là, je doute de moi. Non, là. je pense pas que non, c'est ça. c'est impossible. Je pense que c'est Fanon. C'est Fanon, c'est clair. Bon, mais à coup pas. Il n'y a aucun sous-entendu de sexe, je pense, dans les livres. Non. À part, me semble, une fois, Harry, dans le set, il repense à Ginny, puis il repense à comme des longues heures qui ont passé dans des genre couloirs éloignés dans Poudlard, puis t'es genre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faisait? Mais genre, souvent qu'il se faisait juste frencher. Ouais. À Poudlard, on ne peut pas faire autre chose que se frencher. Genre. Je croise les doigts dans mon dos. Mais c'est ça. Fait que, oui. Autre chose? Rogue? Non. Ça ressemble à ça. Ben, en fait... C'est de mieux un peu comprendre son parcours, qu'est-ce que ça fait, tout ce qu'il a vécu, pourquoi il a pris certaines décisions, son lien avec Voldemort, intéressant aussi dans les fanfics. Souvent, il est embelli physiquement un peu, parce que la description originale n'est pas super Qu'est-ce que gentille. tu veux dire embelli? Ben, dans les il est déjà beau. Ben, en fait, Alan Rickman, dans les films, est plus beau que Rogue l'est dans les livres. Oui, en effet. Ouais, parce que ça dit que Rogue, il est mince, il a les cheveux noirs et gras, il a le nez crochu, il a le teint cireux, puis il a des dents jaunes et inégales. Il n'y a rien pour lui, puis en plus, il vit dans un donjon. Fait qu'il n'est pas sur le bord de prendre un petit teint en lait puis une coupe de cheveux. Là. T'es à 30$ là, d'être peut-être un beau bonhomme. Là. Il rentre pas beau, mais il n'y a pas les dents jaunes. Genre. Mais encore là, c'est le paradoxe des méchants contre les gentils. Les méchants sont souvent dépeints comme étant des êtres physiquement laids. Dans Disney, c'est une stratégie qui est utilisée souvent aussi. C'est pas tant dans JK parce que les méchants sont... Ben, je veux dire, c'est pas nécessairement applicable à tous les personnages, mais quand elle nous l'a placé quand on était jeune, il fallait que ce soit clair que Rogue, c'est un méchant pour que le choc qu'on vive dans le set, qu'on voit que c'est un espion, soit davantage plus grand. C'est comme un slingshot, là. Elle nous l'a reculé puis elle nous l'a repitché à la fin. Ouais. Selon moi. Elle l'aime tellement. Tu vas aimer notre surprise. Tu vas aimer notre surprise pour l'après-show, je pense. J'ai hâte. J'ai hâte. Lupin. Oui. Je comprends pas ce qui se passe. Je me meurs, c'est que c'est bon. Je suis désolée, toi tu te bats puis moi je crampe. Genre, je venais de parler. Pourquoi, comme j'ai arrêté de parler 5 secondes, puis ça va. Une petite voix de gremlin. Ouais. Lupin. Lupin, il est vraiment comme dans les canons, là, même dans les fanfics. Il y a des trucs qui chantent. Souvent, en fait, dans les fanfics qu'on voit, c'est dans l'époque des maraudeurs beaucoup. Puis j'ai pas tant de choses à dire sur Lupin. Il est pas mal pareil. Souvent, des fois, ils mettent un peu plus... Il est chaleureux. L'avez-vous lu, All the Young Dudes? On va le lire avec notre book club Patreon à l'automne. Fait que vous l'avez pas lu du tout. Non. Puis on le lira pas dans l'entièreté parce que c'est une très longue fanfic. On va faire une année à la fois. On va faire durer le plaisir. Puis aussi, je pense, une fanfic qui va me briser en 1000 morceaux, personnellement. Donc, d'un seul coup, ça aurait peut-être été trop intense. Parce que c'est ça, All the Young Dudes, c'est comme, époque maraudeur, Remus puis Sirius, mais du point de vue de Remus, tu sais. C'est ça. Ça part tout d'où qu'il vient, son histoire. Exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle façon de l'explorer. Fait que je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas lu, mais je sais que... plus populaire aussi. Remus, dans les maraudeurs, est souvent expliqué comme étant renfermé, pas super confiant, discret, beaucoup les épaules voûtées, à cause notamment le fait de sa lycanthropie. Puis aussi, c'est beaucoup amené que il y a un gros lien avec Sirius. Souvent plus que de l'amitié. Tu sais, là, même canon, là, quand ils nous parlent un des autres, là, ils s'aiment plus que deux amis platoniques s'aiment. Maintenant, c'est peut-être le résultat de leur traumatisme. C'est peut-être du trauma bonding, c'est pas exclu. Mais je suis pas surprise de voir que c'est un ship qui est très populaire. Là. Les cartes étaient sur la table, il fallait juste jouer la partie, puis c'est ça que les fanfictions ont fait. Oui. Oui. Ouais. Je sais pas. Moi, je le trouve, c'est comme Harry, à chaque fois qu'il décrit quelqu'un, ils sont magnifiques. Quand c'est des gars, ils sont magnifiques. Quand c'est des filles, ils sont belles, jolies. Quand c'est des hommes, ils sont magnifiques. Sérieux, c'est magnifique là, dans les yeux de Harry. Harry est gay. Ben oui. Ben il est bi, au minimum. Je dis au minimum parce que c'est comme le début du spectre. Mettons, je trouve que issu du canon, Harry puis Malfoy, ça fait plus de sens que Remus puis Sirius. Puis la vidéo que tu nous as envoyée hier de la popularité des ships à travers les années, Drarry puis Dramion sont constamment en train de se battre pour le podium. Oui. Puis plus que, en tant que société aussi, on devient plus
au courant des communautés queer, des spectres de la sexualité, ben les gens vont explorer des endroits sécuritaires pour voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui leur parle, puis la fanfiction les accueille à bras ouverts. Fait que c'est pas étonnant que les ships queer montent tranquillement pas vite en popularité. Clairement. Ouais. C'est proportionnel à cette découverte sociale-là, en fait. Là. J'ai juste ajouté un fun fact, parce que je pense pas qu'on va en parler, mais il y a quelque chose de très spécial dans les fanfics, puis c'est le personnage de Théonote, qui n'est pas du tout développé dans la série. Puis dans les fanfics, il est présent dans toutes les fanfics. Peu importe le ship. Il est fucking populaire. Oui. C'est genre le personnage. Puis c'est quasiment un personnage canon qui a été créé par le fandom, dans le fond. Où... Il n'est pas canon, hein? Non, Okay, c'est ça. Ça, c'est une des questions que tu as eues, puis on y répondra. Il ne deviendra jamais canon. Mais sa personnalité fanon est tellement populaire que quand tu nous dis Théodore Note, la personnalité fanon prend le dessus sur ce qu'on connaît du canon. C'est ça. Puis ça n'a pas de sens. c'est le fun parce que c'est vraiment un personnage qui a été quasiment... Oui, il fait partie de l'univers d'Harry, mais il a vraiment été créé par les fans. Ça n'a pas pour de sens. Les fans. C'est fascinant. Blaise et lui sont tellement sous-développés dans le canon, c'est fantastique de les voir grandir dans la fanfiction. Mais Théo, sa personnalité est vraiment cadrée. Cool. Ouais. Extroverti... entremetteur, tout le temps, tu sais, avec les sourcils comme... C'est un Slytherin, hey, je pense qu'on l'a juste pas spécifié. C'est un Serpentard de l'année de Malfoy ou... Oui, exact. Il est dans la clique à Malfoy, puis souvent, il est bi, soit il aime Draco, soit il aime Harry, soit il aime le personnage. Ouais. Nice. Ouais. Lupin, aviez-vous autre chose? Non. Ben, en fait, j'ai hâte qu'on parle des chips après. Oui, mais Jess avait un autre fun fact, c'est que Lupin est un sorcier si puissant qu'il est capable de produire de la magie sans sa baguette. Dans le fond, la Wandless Magic, il est très, 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 très bon. Vous êtes sûr, canon? Oui, c'est canon. Ouais, vérifiez Fred de ce matin. C'est canon. Parce que dans la bataille du... c'est comme sous-entendu, là, mais dans le fond, dans la bataille... du département des mystères? Oui, c'est le seul qui est... Il n'y a pas sa baguette pendant un certain moment, puis c'est le seul qui n'est pas blessé ni rien. Avec Dumbledore. C'est les deux seuls qui s'en sortent. Fait qu'ils disent que c'est sous-entendu que c'est un mage extrêmement... On n'oublie pas à quel point c'est un excellent professeur des défenses contre les forces du mal aussi. Vrai. C'est pas explicitement dit, mais entre les lignes, c'est vraiment ça qui est dit. Il fait son Patronus casually, alors qu'il y a des sorciers de son âge qui sont même pas capables. Lui, il fait ça, là. Let's go. Genre, comme si rien n'était. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de souvenirs heureux, tu sais. Mais ça doit être sérieux, son souvenir heureux. Ginny, pour terminer rapidement, j'ai jamais lu, encore une fois, ça aussi, comme pour Sirius, j'ai pas lu de fanfiction avec Ginny. Là, même pas besoin de revenir sur le fait que déjà, livre, film, c'est pas pareil. Fait que déjà, dans Canon, on a 2 Ginny, mais dans les fanfics, est-ce qu'on essaye encore plus de rattraper l'erreur des films puis de comme reprendre ce qu'il y a dans le livre puis de l'exploiter à fond? Ah ouais, Ginny dans la fanfiction, elle est délicieuse, délectable. J'ai pas d'autres mots. Elle va avoir des piercings des fois. Elle est très proactive, très déniaisée. Elle est entremetteuse, c'est une Cupidon. Elle est investie dans la vie de ses amis. Elle les aime tellement, puis elle est tellement heureuse avec Harry. Fait qu'elle projette beaucoup son bonheur de Harry sur les autres, puis elle leur souhaite la même chose. Fait qu'elle va planifier des brunchs, puis par hasard, on va tomber sur Draco. Ça donne-tu bien? Puis ça va souvent être une des premières à accepter les Serpentards parce qu'elle va comprendre vite qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour survivre, puis elle leur en tient pas rigueur. Donc, puis c'est la seule qui est capable de gester avec Draco, tu sais, du tac au tac, puis d'y retourner son énergie, puis comme « Hey, Ferret! » Tu sais, puis lui, il l'aime beaucoup souvent parce qu'elle n'est pas hypocrite, elle passe pas par quatre chemins, puis elle est très directe. En fanfiction, elle est fiery. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Fait que ça fait du bien. C'est tout. Il existe une bonne Ginny quelque part. Faut juste savoir les trouver. Faut juste aller lire des fanfics pour la voir. Hein? Et ne pas regarder les films. Avancer les scènes où Ginny est là. Non, c'est pas vrai. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ships qui ont été pas trop abordés dans notre partie 1. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ces pairings-là? Puis je veux juste ouvrir la discussion parce que j'ai fait des recherches, puis ça date de 2022. Mais il y a un gars qui a fait des recherches, qui a comme tout... qui a pas fait des recherches. Il y a un gars qui a checké fanfiction.net, Wattpad, AO3. Il a tout calculé le nombre de fanfictions écrits sur les pairings, puis il a fait un top 10. Fait que c'est pas exactement comme la vidéo que je vous ai écrit hier, mais c'est dans le fond le top 10 le plus de fanfiction qui a été écrit sur ces pairings-là. Donc, je vous lis le top 10. Donc, en première position, on a Drago et Harry. C'est fou. C'est le pairing
qui a le plus de fanfiction. Ben, ils sont tellement obsédés l'un par l'autre dans le canon, c'est pas étonnant. Exact. Drago Hermione en 2e position. Remus Sirius en 3e. Oh yes. James et Lily en 4e position. Ah non, boring, je comprends pas. Non, c'est un classique Rivals to Lovers. Oui, mais comme... En tout cas, je sais pas. Qui s'appelle Gilly, le pairing. Ouais, ça, c'est un peu ridicule. Gilly! Ils ont fait ce qu'il y avait avec les moyens du bord. En 5e position, le premier pairing... Ah non, pas le premier pairing canon. On vient de faire James et Lily. Ron et Hermione. Ils sont populaires aussi. Ça aussi, je suis comme boring. Voir que tu choisis ce pairing. OK, là, je vais essayer d'être moins Let's go, run bashing! Voir tu choisir Ron et Hermione pour une grande fanfic. Comme tu disais dans la première partie, ça fait un peu comme Amour dans la prairie. Ouais, mais elle veut une petite vie tranquille. Elle veut sa vie de famille. Puis Ron, c'est le meilleur personnage pour lui offrir ça. 100%. Je peux comprendre l'attrait de lire une fanfic sur genre ça ressemble à quoi leur vie là, une fois qu'ils sont matchés puis que la guerre est finie, justement. Tu sais, comment ça se passe dans leur couple. Il doit en avoir des bonnes décrites là-dessus. En 6e position, on a Harry et Ginny. Heaney. C'est laid aussi. Là, en 7e position, j'en reviens pas que c'est en 7e position. Moi, je suis malaisée par ce pairing-là, mais en même temps, je tripe tellement sur... C'est Marie? Non, c'est Rogue puis Harry. Oui. Puis des fois, tu vois du gender swap. Fait que Harry devient Harriet. Puis ils font un couple. J'ai vu ça, j'en ai vu beaucoup. Puis des fois, c'est à cause qu'il a pris une mauvaise potion dans son cours avec Rogue. Il devient une femme, puis le Rogue est comme... Eh ben, chaude. Mais aussi, je pense qu'il doit avoir un peu de genre, c'est le fils à Lily, c'est la femme que j'ai aimée. Tu sais, du Giving Game of Thrones. Ouais. Giving, genre, je regarde dans tes yeux puis je capote. Ouais, c'est ça, mais je vois ta mère, là, tu sais, c'est comme, ça a vraiment... C'est sûr que c'est exploité à fond, là, ça, là, cet élément-là. Là. 8e position, Harry et Hermione. Je m'attendais à ce qu'il soit plus haut, honnêtement. Tu sais. En 9e position, on a Rogue et Hermione. Et en 10e position, Tom et Harry. C'était un top 100 pour votre information, fait que je veux juste mentionner quelques autres ships intéressants du top 100. Connaissez-vous le ship? C'est sûr que oui. Dorcas Meadows et Marlene McKinnon. C'est des personnages canon qui étaient dans l'ordre. En fait, pas des maraudeurs, là, mais... de l'époque des maraudeurs. C'est ça, dans la Première Guerre, ils étaient dans l'ordre. Puis... Marlene est souvent matchée avec Sirius aussi. Numéro 29 dans le top 100 des ships. Oh, quand même. Fait qu'il y a beaucoup de fanfics écrits sur eux. Dans le top 20, on a 2 couples de Cursed Child. On a Scorpius, fils de Malfoy, et Rose, fille d'Hermione et Ron, en 11e position, et Albus Severus et Scorpius en 14e position. Frémion, Fred et Hermione en 25e position, Tomion en 35e position. Voyons, j'ai mis de la misère. D'autres ships que j'ai trouvés intéressants, perturbants, / what the fuck. Percy et Olivier Dubois, je trouvais ça intéressant. Oui. Ils sont dans la même année, right? Et puis les deux sont obsédés. Là. Percy est obsédé par sa job et ses notes, puis Olivier Dubois est obsédé par le Quidditch. Deux personnalités obsessionnelles compulsives. Là. J'adore. Ça doit être incroyable. Oui, mais c'est ça, je voyais comme un peu, ça faisait du sens. Dans le what the fuck, Sirius et Harry. J'ai lu une fanfic, je tombais c'est son Godfather, ils sont pas reliés. C'est ça, ils sont pas reliés, mais je suis comme, non, c'est de la famille, là. Non. Il t'est introduit comme de la famille. Non, tu peux pas comme... comme c'est plus que j'ai lu l'autre fois qui était horrible, mais j'étais trop curieuse, c'était morbide comme curiosité. Ginny qui est mariée à Harry, puis qui habite à Grimmauld Place avec Sirius, puis qui couche avec... Ginny qui couche avec Sirius. Ben, c'est intéressant, ça, je tombe. Non, Fred, c'est malsain. Ouais, mais c'est moins envoie-moi le lien. Harry Sirius. Toi, tu t'attendais à ce que je te dise, genre, puis Harry qui couche avec Sirius pendant que Ginny est là. Je m'attendais à de l'inceste, honnêtement. Oh mon Dieu. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement bizarre. En tout cas, la fanfic était spéciale aussi, là, mais Ginny, elle a une aventure avec Sirius. Ben, c'est parfait. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Ben oui. C'est le parrain à ton mari. C'est pour les mêmes raisons que Harry puis Sirius, c'est bizarre. Okay. Ben, non. C'est de la famille. C'est de la famille étendue. S'il est là au party de Noël, puis pas en plus one, c'est bizarre. Je veux la lire. C'était-tu bon? Bien écrit? Je peux pas te dire, j'étais trop troublée. Il faudrait que je te retrouve. Dans Call of What the Fuck, Fred et George, comme là, il y a des crises de liens. Ouais, mais ça, c'est les mêmes gens qui écrivent des Dean Winchester puis des Sam Winchester de Supernatural. C'est les 2 jumeaux de Tokyo Hotel. Ouais. Ben, tu sais, les 2 frères. Combien de fois que j'ai vu des George, Hermione, Fred? Là?
Non, mais si Fred et Georges couchent pas ensemble, ça passe mieux que juste Georges et Fred. Un ship que j'aime à cause d'Isolation, c'est Blaise Abini puis Luna Lovegood. Oui, qui est en populaire. 88e position quand même, mais je les trouve cute. Dans Isolation, j'étais comme, ils sont tellement mignons. Parce que Blaise est très, très groundé. C'est-tu moi ou le ship est peut-être devenu populaire à cause d'Isolation? Peut-être. C'était tellement random comme pairing. Mais c'est comme le pairing, en couple polyamour, on a Théo, Draco, Hermione. C'est un pairing qui s'en vient vraiment, vraiment, vraiment populaire. Il y a beaucoup de fanfics, fanart. Et puis c'est chaud. Et de TikTok, ouais. C'est Draco, Théo, Hermione. J'ai lu Hermione. C'est ça. J'ai lu un marriage law fic. Oui. Ouais, un trouble. J'ai lu une fic où il y avait la loi du mariage, puis Hermione reçoit 2 maris. Elle reçoit, comme c'est un cadeau de Noël, mais comme elle reçoit ses lettres, puis il y a eu une erreur administrative, fait qu'elle a 2 maris, puis là, les 3, ils habitent ensemble. Mais ça, je suis moins tentée de lire ça que la lecture de Ginny avec Sirius. Ah non. Ouais, ça, je te file. Non, moi, ça me parle plus. Et en 100e position, dans le top 100, Pétunia et Vernon. Non! Who would? Impossible! Non. Il y a genre 2 fics. J'aurais été moins choquée que tu me dises le château puis le... Dans le top 100, il n'y a pas Neville et Hermione. Non. Neville et Hermione... Fait que Pétunia et Vernon bat Neville et Hermione. Il y a genre 5 fanfics d'Hermione. Une qui est longue, puis l'autre, c'est des courtes. Même celles que j'écris, moi, sont 40 000 mots. Ça m'étonne! C'est nouveau, là. Okay. C'était vraiment... Je pense que c'est vraiment la fanfic que je vais recommander tantôt qu'ils aient mis de l'avant, puis... je les ai toutes lues, les Hermione. Ça fait 6 mois que je lis ça. On peut-tu commencer par parler de ça? Parce que là, notre section, là, ça, c'était mon intro, mais on parle, dans le fond, de ship non abordé. Là. Je sais même pas ce que vous avez préparé. Y avait-tu des pairings dont vous voulez parler? Aborder? Brièvement. Nous, on t'a écrit des petites analyses de vibes par pairing. C'est comme un genre de poème que t'as écrit. Ouais, quasiment des poèmes pour expliquer un peu les différences de chaque couple, puis pourquoi est-ce que ça pourrait intéresser les gens. Mais puisqu'il y en a beaucoup qu'on a déjà vus, je garderais juste Draco et Hermione, et Neville et Hermione, pour qu'on puisse comparer comme ces deux. Parfait. Excellent, j'adore. Donc, pour Draco et Hermione, les tropes qu'on va retrouver, c'est Enemies to Lovers, ministère... donc, des collègues de travail au ministère de la magie, des alternate universe où ils vont être à Poudlard ados ou enseignants ou en 8e année. Donc, c'est un peu les tropes qu'on retrouve. Préfet en chef, là, ils habitent ensemble. Exactement. Puis des fois, il y a des 8e années où toutes les 8e années ont un dortoir au lieu d'avoir comme des chambres dans chaque. Bref. Donc, pour leur vibe. Draco est le soleil lors d'une froide journée d'hiver. La neige a neigé, le sol est blanc et cristallin, les branches des arbres sont comme saupoudrées de sucre et il nous démange de plonger tête première dans un banc de neige. Sous le ciel bleu, il flotte dans l'air un air narniaesque de magie et quelques flocons vagabondent au gré du vent. Narniaesque? Yes, madame. Bravo pour la création du mot. Merci. Sous nos bottes, la neige fait ce bruit si distinctif qui est signe d'un moins 40 ressenti et pourtant on savoure la fraîcheur sous le soleil chaud d'une journée si froide. Draco et Hermione, c'est le meilleur du pire, le plus attendrissant des circonstances ardues. Il y a toujours quelque part de la beauté à travers leur violence. Fait que ça, c'est pour Draco et Hermione. Ah! Peux-tu relire la fin? À partir de Draco et Hermione. Draco et Hermione, c'est le meilleur du pire, le plus attendrissant des circonstances ardues. Il y a toujours quelque part de la beauté à travers leur violence. Ah, c'est beau! Wow! Bravo! Merci. Pour Neville et Hermione maintenant, donc c'est un Friends to Lovers beaucoup moins dark. Puisqu'ils se font confiance depuis qu'ils ont 11 ans, on peut se rendre plus rapidement dans les sentiments profonds. Il n'y a pas il est en train de me niaiser, c'est une game, nanana. Il n'y a rien de ça. Il sait de quoi Hermione a comment elle réagit, comment elle est. C'est super sain. C'est super sain comme ship. Neville, bon, il va être souvent dominant ou très attendrissant dans sa dimension plus sexuelle. Puis ça va souvent se dérouler à Poudlard parce que Neville devient prof d'herbologie, puis Hermione devient prof de n'importe quelle matière que vous voulez. Sortilège. Oui, en effet. Neville est un doux jour de juillet, à déguster des fruits sous un saule pleureur, une chanson de jazz jouant en arrière-plan. Il fait approximativement 23 degrés. Il y a une petite brise rafraîchissante qui balaie les longues herbes environnantes, alors que le gazouillement des oiseaux te berce jusqu'à un état de presque sommeil. Le ventre plein, le vent rugissant doucement tes oreilles, le soleil qui plombe et les longues branches de l'arbre qui t'en protègent. Neville et Hermione, c'est la confiance de la sécurité du moment,
le réconfort que cette affection entre toi et la nature est réelle. C'est de savoir que ce qui était restera. C'est de constater que tout est tellement parfait, naturellement facile, que c'en est presque trop beau pour être vrai. Fait que tu vois-tu les deux dynamiques? Je voulais vraiment comme c'est beau les deux, mais c'est fondamentalement différent. Je me suis vraiment donnée. J'en ai pour sérieux, c'est Hermione puis Fred et Hermione aussi, mais vu qu'on est en temps limité, au pire dans l'après-show. Si on a du temps dans l'après-show. Voilà. Je t'ai émue. C'est bien écrit. Merci. Quand j'écris en français, ça m'a fait penser à des relations que j'ai vécues. Ah ben là. Comment ça a été décrit? J'ai comme pensé à des gars. Ben, je suis contente pour toi. On s'en parle au brunch. Ouais, c'est ça. Je suis contente pour toi si tu as pu vivre quelque chose comme Neville et Hermione parce que c'est vraiment mon green flag character. Là. Ouais. Drago, il y a toujours du travail à faire, puis Hermione a toujours du travail à faire quand elle est avec Drago parce qu'elle est constamment trigger. Puis comme on l'a appris sur TikTok, il n'y a pas longtemps, tu fais du travail sur toi, non pas pour vivre des traumas, mais pour vivre de la joie. Avec Drago puis Hermione, il faut qu'ils se trigger beaucoup avant de trouver un terrain d'entente. Neville et Hermione, ils vont se comprendre avant de se trigger. Ça va jamais arriver. Très peu souvent. Je me demande si j'aimerais lire ça. Je pense que va falloir, si tu veux aimer ça, va falloir que tu t'enlèves de la tête l'idée que tu as de Neville puis que tu fais juste prendre ça comme du cash. Je t'en enverrai une que j'ai écrite. Tu me diras ce que tu penses. OK, c'est ça. Ben merci. Ça, c'est un ship que tu as découvert récemment, justement. Oui. Puis qui n'est pas très populaire, comme on disait, vu qu'il n'est même pas dans le top 100. Mais top 100 en 2022. Si on refait un top 100 en 2024... Je pense pas qu'il serait dedans non plus. Ah ouais, Je pense pas. Je te dis, il y a genre une longue fanfiction décrite, puis les autres, c'est des courtes, puis les gens commencent à lire. Parce que j'ai du monde, moi j'ai une fanfiction Neville terminée, j'en ai une en cours présentement. Okay. Que je publie un chapitre par une semaine et demie à peu près. Puis les deux ont environ 10 chapitres. Puis les gens ont terminé ma fanfiction complète et sont en train de lire ma deuxième fanfiction. Puis sont comme, j'en mange. On n'a tellement jamais de fanfiction Neville, s'il te plaît, une mise à jour. C'est la première fois de ma vie que je publie une fanfiction, puis j'ai des commentaires alors qu'elle est en cours. Rappelle-moi, t'écris en anglais? Ouais. OK. Sur AO3, j'écris en anglais. Mais pour notre Patreon, j'écris en français. Cool. Alors, c'est ça pour ce qui est du contraste entre Hermione et Neville. Mais on a aussi fait une petite analyse sur Harry parce que Harry, il est matché avec une panoplie de demoiselles. On n'est pas capable, et de monsieur à spécifier. On n'est comme pas capable de Harry, c'est décider. comme Hermione, il est matché avec tout le monde dans les fanfics. Il va être matché avec Ginny des fois pour des raisons infiniment variables, mais plus autrement parce que canon. Avec Pansy, parce qu'elle est autoritaire et prend soin de lui comme il n'y a jamais personne qui a pris soin de lui. Avec Luna, parce qu'elle est douce, créative, chaleureuse, très présente. Même avec parfois Anna Abbott, parce qu'elle est drôle et le complémente bien. Puis sa personnalité est si peu développée dans le canon qu'on peut en faire ce qu'on veut. Qui a dit qu'Anna Abbott est drôle? Dans le fanon, elle est drôle. Tu sais, elle reprend quand même la charge du Leaky, je pense, canon. C'est elle qui reprend. Elle reprend un bar. Je sais pas si c'est le Leaky ou celui à Hogsmeade. Mais elle reprend un des bars. Là. C'est canon. Canon. Ça, oui. Ça doit être à Préolard parce qu'elle est mariée avec Neville, qui est très à Poudlard. OK, oui, ça ferait plus de sens que le Leaky dans ce cas-là. Ron, qui est souvent matché avec Luna parce qu'il a un tempérament évasif puis que ça le calme énormément. Puis ça lui rappelle ses priorités. Anna Abbott aussi, beaucoup matché avec Ron. C'est un personnage qui est juste assez développé là, pour qu'on modèle son caractère comme on veut en tant qu'auteur de fanfic. Okay. Dans les matchs les plus rares, il va parfois y avoir Cédric Diggory qui va être matché avec Hermione. Puis j'ai lu un one-shot de Cédric et Millicent Bulstrode qui était bien fait. Puis là, on a les autres chiffres là, qu'on voulait parler. Ouais. Je te laisse. Moi, j'ai parlé des chips plus LGBTQ. Yeah! Fait qu'on a, évidemment, Harry Draco, le plus populaire. Puis c'est vraiment le plus populaire de tout le fandom. T'as des fics pendant qu'ils sont à l'école ou, tu sais, comme ça l'a dit tantôt, ils sont vraiment obsédés l'un par l'autre, puis comme ils finissent par se rapprocher comme ça. T'en as que c'est après la guerre, t'en as que c'est des alternate universe où ils sont, dans le fond, les deux moldus. T'en as, tu sais, souvent c'est des enemies to lovers, c'est très très rare que c'est pas des enemies to lovers. T'en as des fois des un peu alternate, ben c'est pas alternate universe, c'est juste qu'ils deviennent amis. Dès le début, genre? Ouais, ils deviennent amis. Ou genre, Harry est classé dans Serpentard. Un 8 year où tout le monde repasse le chapeau. C'est ça. Ben non, même dès le début. Il y en a beaucoup. Harry, dès le début. Ça, c'est des alternate universe dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Non, c'est alternate universe, c'est plus quand, si exemple, il y a pas de magie.
C'est l'univers d'Harry Potter, mais avec des éléments complètement différents. OK. C'est pas mon interprétation, mais c'est pas grave. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, on les voit un petit peu comme ça, où il est classé dans Poudlard, puis dans Serpentard, où ils sont ensemble. C'est vraiment un pairing super populaire. D'ailleurs, sur notre Discord, on a une fan complète, donc shout-out à Sarah. Yes! Notre Vampatchian, qui est une fan finie de Harry, dans le fond. Puis, le chip après que je l'ai parlé, c'est une fan finie de Tom Harry aussi. Fait que Tom Riddle puis Harry Potter ensemble. Ça, pour les mêmes raisons que Harry et Hermione, je suis troublée. Harry et Hermione? Non, excuse. Hermione, Tom, je suis troublée. Parce que là, en plus, c'est comme c'est le meurtrier de ses parents. Harry Tom, c'est quelque chose. Mais ça fait pas de sens. Ouais. Mais c'est juste du retour dans le temps que je l'accepterais ish, là. Des comme fois, c'est du retour. Avant, il rencontre la personne qui n'a pas encore tué ses parents. Des fois, c'est du retour dans le temps. Il y a une fic en particulier que je trouve vraiment intéressante parce que, dans le fond, vu que lui, c'est un Horcrux, c'est la partie... C'est pas Voldemort qui tombe en amour avec lui, c'est la partie d'âme de Tom... C'est quand même chaud, ça. Qui le reconnaît. En dedans de lui, qui tombe en amour avec lui. Puis, à un moment donné, cette partie d'Horcrux-là trouve un moyen de reprendre une forme corporelle. Puis ce Tom-là aide Harry à détruire Voldemort. Détruire une autre partie de lui. Ça devient assez compliqué, là. Mais ça doit être bon à lire. C'est du bon mot à lire. Moi qui est fan de Tom et Hermione, je les ai pas mal toutes lues. J'ai fait le tour, fait que là, je tombe dans le Tom Harry, puis je suis comme... J'aurais dû venir dans cette partie-là plus tôt. Imagines-tu une fanfic où comme Harry retourne dans le temps puis il est déjà un Horcrux, visiblement, puis Tom tombe en amour à cause de la partie de lui-même qu'il reconnaît en Harry sans savoir. C'est tout le temps ça. C'est tellement narcissique. C'est tout le temps là, c'est qu'il le sent. J'avais même pas pensé à ça. Il tombe en amour avec lui-même. Moi, j'étais juste genre, wesh, Tom puis Harry. Non, mais il y a une fanfic, Tom, Hermione, où Hermione, dans le fond, elle retourne dans le temps au moment où il tue Myrtle. OK. Mais dans le fond, sa curse pour créer un Horcrux rebound sur Hermione. Puis il tombe en amour avec Hermione, puis il se rend compte plus tard que c'est pour ça qu'il est en amour avec Hermione, parce que c'est elle l'Horcrux. Il est capable de la tuer pour se débarrasser de l'Horcrux. Non. Girl. Non. En tout cas, bref, voilà. Fait que c'est ça. Un autre chip, comme tu as parlé, super connu, Sirius Remus, qu'on en a beaucoup parlé, c'est du Friends to Lovers. C'est souvent avant la mort des parents de Harry ou après, notamment All the Young Dudes, qui est vraiment connu. Je peux te faire une parenthèse? Ouais. Faut souligner que l'univers d'Harry Potter puis l'univers magique est très archaïque. Ils se sont tellement appuyés sur la magie qu'ils sont en retard. Ils utilisent encore des plumes. Tu es en train de me dire que c'est plus efficace qu'un du parchemin puis une plume. T'sais, bref, sont archaïques, sont en retard sur bien tes affaires. Mais là où ils sont en avance, en guillemets, c'est la sexualité. Ah ben, Chris, je m'attendais pas à ça. J'étais genre en avance sur quoi? Ils sont très libertins. Mais c'est pas les canon, chiffres qu'on ça. lise, les différences d'âge. Ah, c'est ouais. fanon. Ouais, ça, c'est pas canon. Fanon. En effet, il faut le spécifier. Et puis, un couple gay, dans l'univers magique, il n'y a rien là. Fanon. Clairement pas canon. Non, c'est ça. Fanon, couple gay, il n'y a rien là. Mm-hmm. À part Grindelwald puis Dumbledore, c'est le seul couple gay qu'on a, ish, qui est même pas Ouais, ça, c'est assez controversé. Ouais, puis encore là, Dumbledore le dit pas parce qu'il est gêné d'être homosexuel, mais parce qu'il est gêné d'avoir été associé à Grindelwald. Ouais. Fanon. Théorie Fanon. Mm-hmm. Ouais. Mais dans l'univers fanfiction, un polycouple, un couple gay, un couple Mais parce qu'on lesbien, peut en il y a faire ce qu'on rien veut, là. dans le fond. Puis aussi, tu sais, avec des gens comme Tonks qui changent leur apparence physique, là, quelqu'un qui change de genre, là, il n'y a rien là. Quelqu'un qui prend une potion pour devenir un homme ou une femme ou un corps plus neutre, là, il n'y a rien là. Ouais. Là. Ils ont des centaures esprits. Tu penses-tu qu'ils sont préoccupés avec ça, eux autres? Ouais. Fait que c'est très intéressant, puis c'est pour ça que c'est un endroit aussi sécuritaire pour les Ouais, ben on minorités. peut le dire tout de suite, là, mais j'allais plus en parler tantôt, mais tu sais, suite à toute la controverse qu'il y a eu autour de J.K., il y a des fans, évidemment, qui se sentent plus à l'aise de consommer l'œuvre, d'encourager Original. surtout J.K., de se dire, hey, là, comme, elle reçoit de l'argent un peu si j'achète ci, si je regarde les films, si je vais voir, si j'écoute la série, bref. La communauté LGBTQ+, fans d'Harry Potter, se tourne vers la fanfiction pour justement utiliser tous les éléments que tu viens de dire un peu, puis même créer des personnages théonotes, là, qui appartient pas à J.K. pour pouvoir encore un peu consommer l'univers d'Harry Potter sans qu'il y ait un lien direct avec l'auteur. Fait que je trouve que c'est beau de se dire que la fanfiction est là pour ça aussi, tu sais, pour ces personnes-là qui savent pas trop comment naviguer à travers tout ça. C'est parfait. T'as plein de possibilités. T'as tous ces pairings-là.
t'attendent. Puis tu peux créer tes propres pairings, tes propres personnages qui vont à Poudlard. L'univers est tellement vaste. Puis il y a des fanfics de plot holes que tu peux exploiter pour le gender swap, puis ce genre de choses. Il y a des fanfics qui ont été créés expressément après la polémique pour faire un fuck you à JK. Parce qu'elle aime pas les fanfictions en plus. Non. Puis ils ont fait genre puis il y en a qui sont vraiment marqués exprès pour ça, puis c'est genre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel du LGBTQ là, de toutes là. Mais c'est génial. Cute, la façon c'est genre c'est génial, tu as toutes les facettes de la communauté, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu as toute la facette de la communauté queer, puis vraiment le but c'est de faire un fuck you à l'auteur, puis il y a des gens qui ont écrit des fanfics exprès pour ça. Fait que moi j'adore. J'espère que ces fanfics là sont populaires. Oui, ben All the Young Dudes, ça a été écrit peut-être pas dans cet objectif-là, mais ça a été écrit pendant la pandémie. C'est une des fanfictions les plus populaires. C'est très gay. Elle t'a écrit, je sais pas, elle est longue comment, mais très longue. Elle a écrit ça pendant genre 1 an. Là. Ouais. Moi, j'ai écrit du 40 000 là, mots, puis ça me prend genre 8 mois, 1 an à écrire ça. C'est long. J'ai publié une 40 000 mots en 3 semaines parce que j'étais tellement motivée à écrire une Hermione que j'étais comme go girl. Puis tu sais, une 40 000 mots, pas que c'est pas long, mais c'est quoi? C'est cool, une dizaine de chapitres, genre? Ouais. C'est quoi, 250 pages? 40 000 mots, non. Moins. 170 max. Là. Ouais. C'est quand même... c'est précis. Non, c'est beaucoup, mais je veux dire... c'est pas un roman, là. Non. Puis, je voulais juste reparler de Drago, Harry, justement, dans ce qu'on est en train de dire. Survival is a talent, parce que ça a commencé en 2017. Parce que la controverse JK, ça, c'était en 2020, justement. Survival is a talent, en avez-vous entendu parler? Non. C'est une fic qui est en cours. J'en avais parlé dans mon épisode sur les couples, qui était un épisode Saint-Valentin l'année passée. 2,5 millions de hits sur AO3. C'est ça, là, il faut juste souligner, parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux, on perd la notion des chiffres, là. Mais pour qu'elle ait été vue 2,5 millions de fois, là, c'est qu'elle a été partagée plus que ça. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les tags, Black Hermione, Indian Harry Potter. Avez-vous déjà vu ça dans les tags? Non, mais Hermione, fait parfois... Harry est indien. Ben, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent, qu'on n'a jamais mentionné d'ailleurs, je crois. Les identités culturelles des personnages vont varier beaucoup dans la fanfiction. Entre autres, depuis Cursed Child, dans laquelle l'actrice qui jouait Hermione était une femme noire, puis que J.K. a dit, j'ai jamais dit qu'Hermione n'était pas noire, c'est juste que l'actrice qu'on a choisie était blanche. Donc, dans la fanfiction, beaucoup, elle va avoir une autre identité culturelle. Je trouve ça absolument incroyable. Ben, ça aussi, encore une fois, tu sais, on peut se permettre de le faire de même dans la fanfiction. Vraiment. Go. Indian Harry, ça doit être très intéressant à voir, mais est-ce que ces gens-là écrivent un background culturel? Genre, en tout cas, je me demande c'est quoi l'histoire qu'ils lui donnent. Est-ce que... Bref, il y a beaucoup d'impondérables, là, mais pourquoi pas, dans le fond? Qu'est-ce qui retient les gens? Parce que la seule caractéristique de Harry, c'est qu'il porte des lunettes et les cheveux noirs. Ben là, dans cette fic-là, c'est ça, il est indien en plus. Mais juste pour vous dire, toujours en cours, right? Parce que je vois pas le mot complete, je connais pas trop AO3. On est déjà à 500 000 mots. Ouais. Ça a été updaté la dernière fois, le 11 février. Elle prend son temps. Elle a commencé en 2017, 33 chapitres. C'est mon pire cauchemar. C'est Harry et Drago réalisent qu'ils sont âmes sœurs pendant qu'ils sont en 2e année, genre à Poudlard. T'as donné une idée, 120 000 mots, c'est 515 pages à peu près d'un 100 000? 120 000 mots. Mais non. Ben, pour vous donner aussi une autre... Mon roman faisait 120 000 mots, puis il fait 500. Ton roman? Ouais, mais là, toi, elle a publié 3 fois, puis elle n'en parle jamais. Ben là... Ben, c'est ça. J'essaie de la plugger aussitôt que je peux. Peux-tu mettre un lien Renaud-Bré ou Amazon dans la description de l'épisode? C'est quel type de... Romance. La romance. La romance? Oui, je publie en France. C'est intelligent comme romance. Non, romance, je publie en France. Ben là, félicitations. Merci. Ben, tu sais, girl! J'aime pas ça. Yes! Enfin, ça sort, le chat sort du sac. Et genre, le parle-en pas. Ben là, on n'est pas obligé, je peux l'enlever si tu veux. Non, tu peux le laisser, c'est correct. Jess est une auteure publiée. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est 120 000 mots. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Ben, ton format, il est petit aussi, mais... Pour vous donner une idée, j'ai lu une 34 000 mots en 2 heures. Ouais. Je lis vite. Ben, t'es sur un appareil électrique ou électronique. C'est pas le même rythme de vitesse sur un Kindle sur ton cell qu'un livre papier. Tu sais, parce que je veux dire, au secondaire, c'est comme écrivez 1000 mots. Après le 1000 mots, il se lit en 3 minutes. Genre, pourquoi Jean Talon a-t-il choisi ce marché? En plus, les questions, c'est les questions à faire plus place du monde. Mais si on te demandait, genre, d'écrire le portrait d'Albus Dumbledore en 1000 mots, tu trouverais ça court. C'est parce que les questions qu'on écrivait étaient plates. Ouais, c'est ça. C'est genre 1000 mots sur
En philo, sur Severus ça, c'était au cégep. Mais imagine 1000 mots sur Severus Rogue. En philo, ça serait une excellente question. Ça prendrait 5 minutes. Est-ce que Severus Rogue est une bonne personne morale ou une mauvaise personne morale? Utilisez tel philosophe pour démontrer vos arguments. C'est bon. Je veux devenir prof de philo juste pour donner ce devoir. J'avais une prof de maths qui, quand elle nous posait ces questions au cégep, apprenait juste des noms de personnages d'Harry Potter. Je trouvais ça bon. Ah, c'est bon. Aviez-vous d'autres chips à mentionner? Non. James Regulus. Oui. Jégulus. Oui, merci. Regulus. Très, très utilisé dans les fanfics. Oui. Hein? Les edits TikTok énormément, puis souvent les gens prennent... c'est ça, je veux savoir. Je veux tout savoir. Regulus Black, Timothée Chalamet, c'est ça. Fait, parce que puis là, c'est notre prochain sujet. On peut transitionner tout de suite vers ça. Toute la folie Harry Potter sur TikTok, c'est un phénomène qui a commencé en 2020, qui s'appelait d'abord Draco Talk, puis ça commençait beaucoup avec tout ce qui concernait Malfoy. Donc, les gens reprenaient des scènes des films. Avec Malfoy, faisaient des edits, des montages, s'incorporaient des fois même dans les montages, ou tu fais juste des montages, puis tu ajoutes de la voix, genre AI. En tout cas, c'est comme un format de fanfiction sur TikTok. Ça a tellement été populaire que là, ça s'est juste élargi à tout l'univers. Est-ce que Théona, t'es un peu née là-dedans ou c'était déjà avant? C'est Théona qui est née plus dans la pandémie. Ben c'est ça, c'est dans la pandémie. Pas nécessairement par rapport à Draco-Talk, non. OK. Juste une parenthèse sur Regulus. Il y a 2 choses qui lui sont associées dans les fanfics, mais aussi les montages TikTok. Premièrement, Timothée Chalamet. Deuxièmement, la chanson de Taylor Swift, Who's Afraid of Little Old Me. Tabarnak. J'ai vu... Écoute, l'album, ça faisait pas 24 heures qu'il était ça. Puis je voyais juste... c'est ça. Oh oui! Ça, c'est elle à son show, quand elle le fait. Je t'en reparle en novembre. Je t'obsesse. Mais la chanson était utilisée à cause de comme Who's Afraid of Little Me. Switch, l'écran noir. Timothée, you should be. Tabarnak. J'avais la chair de poule. That'll sue you if you step on my lawn. But that I'm fearsome and wretched and I'm wrong. Love. C'est ça. C'était une bonne chanson. Puis c'est quoi qu'elle dit? You would break if you were raised in the asylum where they raised me. Là. Sa maison, avec tout l'endoctrinement. Mais c'est fou, ça, qu'il y a des chansons, dans le fond, qui deviennent un trend associé à un personnage. Genre, c'est tellement... Fait que c'est ça, ce phénomène-là. Puis je cite un article que j'ai lu qui en parlait, qui analysait un peu. Draco Talk, OK, encore une fois, ça, c'est le point de départ, mais vraiment tout ce qui est rendu ça, là, est un phénomène culturel qui a changé à jamais la façon dont les gens créent et perçoivent le contenu des fans. En effet. La chanson The View Between Villages de Noah Kahan pour Lupin et Sirius, entre autres quand il parle du chien, puis là on voit une image de Lupin qui crie à la pleine lune. Ça s'est vraiment... ça s'est étendu beaucoup. Ben oui. Mais c'est Jess, la pro de Draco-Talk. Je te passe la POC. Pour Draco-Talk, ça a été popularisé pendant la pandémie, puis on retrouve des edits faits avec les films, mais surtout des POV, dans le fond. Puis avec l'arrivée du AI, qui est vraiment... qui est excellent pour faire les voix. On l'a vu beaucoup avec Hogwarts Legacy, puis les gens filmaient des scènes avec les voix des acteurs. Là, c'est le même principe. Vraiment, tu vois des extraits, notamment, c'était beaucoup des extraits au début de la pandémie, genre, tu sais, la scène où Draco, il est dans l'arbre, là, puis qui fait des trucs de même. Puis souvent, les gens se déguisaient, se costumaient en un personnage, tu sais, comme ils s'inséraient dans ça, dans le fond. C'était comme des fanfics où tu t'insères toi-même, c'était le même principe. C'est si bien fait. Puis là, mettons, puis souvent, ils mettaient des... Tu sais, il y en a qui c'était vraiment bien fait, là. Genre, c'était bluffant, là, comment, avec les feeds qu'ils mettaient, puis tout. On aurait vraiment dit que c'était un étudiant à Hogwarts. Il y en a un, notamment, que j'ai en tête, très populaire, que sûrement beaucoup d'entre vous ont vu. C'est où Cédric Diggory, mettons, Draco demande à la fille, tu veux-tu venir au bal avec moi? Puis Cédric Diggory... Puis elle est comme, oh non, j'y vais déjà avec Cédric. Puis là, Cédric, on le voit quand il passe, il fait comme... Mais c'est tous des extraits des films avec la fille qui s'inclut. Puis ça, on en voyait énormément. Ouais. C'était vraiment ça. Là, maintenant, ce qui est rendu plus populaire dans il y en a qui font des séries, excuse-là. Oui. Il y a une histoire. Oui. Plusieurs vidéos qui s'insèrent eux-mêmes. Exact. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont sortis de ça, notamment avec le AI. Notamment des gens qui ont enregistré des fanfics complètes lues par la voix de Tom Felton.
Mais c'est pas Tom Felton. Ça doit être tellement intrusif. L'intelligence artificielle. Il y en a plein, là. Il y en a plein. C'est tellement bizarre. Mais les calls, genre, complètes, mettons, lues avec la voix de Tom Felton. Juste les TikTok là, de Rogue, là, bend over like a bad girl. C'est genre... oui, mais c'est la voix d'Alan Rickman, mais je te l'ai envoyé. T'étais genre, je peux pas. Je pense que tu l'as juste éloigné de ta mémoire. J'ai juste vu bend over, puis j'ai fait non. Absolument. Ouais, c'est ça. En effet, j'ai dû le bleacher parce que on dirait que je l'apprends pour une deuxième fois. Là. Moi, j'étais genre, ouf. Ça, c'est pour moi. Ouais, c'est vraiment, vraiment populaire. Puis, j'en reviens pas des fanfictions lues par... Ouais. Pardon. Ouais, puis tu peux faire interagir avec tous les personnages que tu veux avec les voix parfaitement. Là, t'as des scènes aussi. Mais ça doit être spécial, puis ils le savent, là. Les acteurs le savent, là, parce que Tom Felton, il y en a lu de la fanfiction. Ouais. Mais t'as des scènes vraiment où t'as le dialogue, puis c'est genre, mettons, c'est Hermione qui parle, ils vont mettre la voix d'Emma Watson. Ouais. Puis c'est tellement bien rendu avancé les AI, c'est pas comme au début de la pandémie où ça a commencé à sortir, que il y a pas beaucoup de fautes, là. C'est vraiment parfait. Il y a ça, puis il y a aussi le phénomène qui vient avec le shifting. Je voulais qu'on parle de shifting. What the fuck? Qu'est-ce que vous en pensez? Le shifting, c'est né un peu de tout ce phénomène-là. Parce que, puis je vais le lire un peu, ma définition, désolée si t'en avais une, là, mais dans le fond, c'est d'envoyer son subconscient dans un monde fictif. Mm-hmm. Les gens sont passés du simple désir d'aller à Poudlard au le shifting permet de vraiment aller vivre Poudlard. Ouais. À y aller. Tu vas à Poudlard. Dans le fond, ton subconscient s'en va à Poudlard. Mais c'est pas comme dormir. C'est ça qui est controversé parce que moi, je suis comme tu dors. C'est pas comme un rêve lucide où tu t'imagines comment être à Poudlard. Là. C'est comme tu t'endors puis tu projettes ton subconscient. Ton corps reste dans le monde physique, mais tu projettes ton subconscient. Il y a une grosse préparation à faire, apparemment. Oui, il y a des techniques et tout. Là. Mais dans le fond, c'est une technique qui est considérée comme une technique de méditation profonde. Okay. Puis tu as 2 manières de shifter. T'as la technique du Raven, qui consiste à se coucher dans une position d'étoile de mer et compter en arrière à partir de 100 tout en imaginant votre réalité désirée. Puis t'as la technique Alice au pays des merveilles, qui consiste à vous visualiser en train de chasser un personnage de ce monde fictif dans leur monde, tout comme Alice dans Fond chasse le lapin. Ça, c'est techniquement les 2 techniques de tomber là-dedans. Connaissez-vous quelqu'un qui a shifté? J'ai des amis qui ont essayé, oui. Ils n'ont pas réussi encore, mais elles persistent. C'est ça, c'est difficile. Ouais. Ben, en gros, c'est comme un rêve très vivide dans lequel la conscience est encore éveillée. Fait que t'es pas dans la phase de sommeil profond, le NREM, t'es pas là-dedans. C'est vraiment c'est juste un peu avant. Puis en gros, il y a une thérapeute, elle s'appelle Grace Warwick, qui a parlé de ça, du shifting, à cause que Draco Talk c'est devenu fou. Puis le shifting est devenu populaire parce que les gens voulaient dater, s'imaginer en train de dater Draco. C'est vraiment ça qui a parti ça. Pas juste être à Poudlard, c'était genre dater Draco. À quel point Draco, c'est trop big. C'est devenu ça n'a pas de sens. On n'avait tellement rien à faire en pandémie, Fred. C'était facile de développer une obsession, là. Oui. Sur n'importe quoi. Mais c'est de là, mais les gens ont développé des Drago, obsessions. Malfoy, Tom Felton. Hey, Tom Felton, man, il sait là, que tout ça se passe. En plus, là, à quel point là, il est utilisé, associé avec ça. Tu sais, c'est fou, là, sa face. Ah oui. Mais je veux dire, excuse-moi, mais non, le personnage de Draco en fanfiction... T'imagines pas Tom Felton quand tu lis des fanfictions? Quand j'écris Neville, j'imagine pas Matthew Lewis. Je comprends, parce que même moi, quand je lis du Rogue Hermione, j'imagine pas tout le temps Alan Rickman. C'est comme une version dérivée de... Il y a des similarités physiques. Plus jeune, clairement, je le rajeunis. Là. Ben oui, parce qu'on l'a déjà dit, les acteurs sont trop vieux. Puis il y a les dents blanches. Ouais, c'est ça. C'est la seule affaire que tu changerais du personnage. Il passe des dents... personnage canon. Les cheveux gras, ça va. Hein, ça se lave, là. Puis c'est les vapeurs des potions. Ouais. Mais il s'est lave-tu, c'est sa question. Il n'y a pas le temps, il est occupé. Continue. Donc, la thérapeute expliquait qu'elle a vraiment étudié la trend, puis c'est un phénomène qui, dans le fond, c'est une expérience... Reprends. Ce phénomène s'appelle une expérience de transliminalité. Puis, dans le fond, c'est... Transliminalité. Je comprends pas. Dans le fond, partie de Scrabble. C'est une expérience... c'est un phénomène en psychologie qui a déjà été vraiment étudié. C'est genre, mettons, tu sais... ceux qui font des méditations intenses puis qui ont des visions, des choses comme ça, ou mettons qui, tu sais, c'est un peu lié au surnaturel, les affaires de même, ceux qui voient des énergies, tu sais, ce genre de choses-là. C'est vraiment un phénomène étudié. Puis une expérience de transliminalité, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, c'est comme,
ils peuvent pas encore l'expliquer vraiment. C'est lié au subconscient, le fait que, tu sais, t'es pas endormi, mais ton cerveau t'amène des images absolument folles, puis tout, c'est très réel. Puis justement, vu que t'es pas dans ta phase de NREM, les sensations physiologiques sont très intenses, puis le rêve semble être aussi réel que la réalité. Fait que c'est pas un rêve à proprement parler, mais t'es pas dans la réalité non plus. Puis il y en a certains même qui écrivent des scripts puis qui les relisent en boucle avant de tenter ça pour shifter. Pour vraiment vivre ce qu'ils veulent vivre. C'est ça. Puis il explique que souvent, les gens qui sont capables de shifter, c'est des personnes extrêmement créatives. Puis un truc pour savoir si vous serez capable ou non, si vous voulez tenter l'expérience, c'est quand vous lisez un livre, est-ce que vous lisez des mots ou est-ce que vous vivez un film dans votre tête? C'est un très bon exemple. Parce que tout le monde vit un film quand il lit? Non, il y a beaucoup de gens j'ai posé la question, mais je le savais la réponse. J'ai été étonnée, moi aussi. Mais c'était ma réaction quand... Tu sais, il y a des TikTok, là, justement, du monde qui sont genre, vous, là, quand vous lisez, c'est quoi vous voyez? Voyez-vous quelque chose dans votre tête? Ou genre, quand vous dites le mot pomme, voyez-vous une pomme dans votre tête? Puis il y a du monde qui disent non, je vois rien dans ma tête. Il y a des gens qui ont même pas de voix dans leur tête. Ouais. Moi, je réfléchis. Moi, je me parle à moi-même là, dans ma tête. Moi, je vois tout. Je vois mon calendrier de la semaine dans ma tête. Non, c'est ça, mais... Avec des heures, puis des couleurs, puis ouais. Mais c'est une partie images. Du cerveau spécifique qui est activée quand tu fais ça. Puis ça prend ça shifter. Pour pouvoir shifter, effectivement. Ça prend on pourrait ça. toutes les... À partir, je pense que quand tu lis beaucoup, Mais il faut que tu sois très fort en méditation. OK, mais on dirait que... Moi, je le suis pas du tout. On dirait qu'avec tes explications... J'ai pas essayé. Ça me fout à chienne. Avec tes explications, moi, je croyais pas trop le shifting. J'étais comme vous, vous faites juste dormir. Là, genre, parce qu'à cause de l'élément préparation, j'étais comme, faut tellement que tu y penses, tu finis juste par rêver, tu sais, à ça, clairement. À quoi ça me fait penser? Mais là, je suis comme, c'est possible. Une bonne façon d'expliquer le phénomène, c'est pour les gens qui ont vu le film Inception. Ouais. De Nolan. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Tu sais, les gens sont plugués sur une machine puis vivent une vie dans leur tête. Ben, c'est un puis rêve. dans le film, on voit le whiplash que les gens vivent des fois quand ils reviennent à la réalité. Pour ma part, c'est ce qui me ferait le plus peur de cette pratique-là. C'est de vivre quelque chose de tellement beau dans ton shifting que quand tu reviens dans ta vraie vie, c'est un peu comme revenir de la guerre, j'imagine. Ta vie naturelle fait comme plus de sens. Don't worry, darling. C'est ça le film avec Harry Styles? Je l'ai pas vu. Ouais, c'est vrai. Ah ben là, c'est le punch. Ouais. Excusez. C'est vrai. C'est bon, je vais peut-être le regarder maintenant que c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. Puis je suis jalouse des gens qui sont capables de facilement faire ça parce que... Mais en même temps, je suis pas sûre que je serais capable de revenir dans ma vie. Oui, ben... Genre, je suis pas sûre que comme revenir à ta vie normale avec ton 9 à 5, là, puis là, il faut que tu ailles faire l'épicerie, puis tu as ton gym, puis tu marches le chien, puis ça doit être assez dole. D'ailleurs, on a vu ça doit être TikTok, drainant mentalement aussi. Oui. T'es pas reposé quand tu reviens de ton shifting. Mais en faisant nos recherches, on a vu un TikTok. La fille, elle disait que, parce que ta notion de temps varie. Toi, ça a passé 1 heure ici, mais ça a peut-être été 10 ans là-bas. Là. Fait que la fille a dit qu'elle a passé 12 ans dans sa vie alternative de shifting, qui est revenue, puis qui était complètement déphasée, puis qu'elle reconnaissait quasiment plus ses parents, puis des trucs de même. Puis que là, tu sais, elle avait de l'école le lendemain, puis elle était comme, tu sais... Ça se peut pas, ça. Oui, mais c'est pour ça qu'elle explique... On pensait avec un grain de sel, mais c'est quelque chose qu'on a vu. C'est pour ça qu'elle explique que c'est une expérience de transliminalité, c'est que ça fuck le cerveau. Puis c'est ça que j'allais dire aussi. La thérapeute a dit que, dans le fond, c'est intéressant de souligner à quel point, pendant la pandémie, les gens étaient prêts à aller à des extrêmes pour fuir la réalité de la pandémie puis de la solitude qu'ils vivaient. Oui. C'est pour ça que le shifting est né en particulier. Mais aussi, elle disait que, dans le fond, elle suggère de voir un professionnel si le shifting est associé à une expérience de peur ou qui amène une sensation de mal-être profond. Dans le fond, si tu shifts puis tu contrôles pas ça puis tu te ramasses dans ces scénarios de films d'horreur, il y a quelque chose que ton subconscient t'envoie comme signaux. Elle disait de faire vraiment attention à ça. Puis aussi, comme c'est une échappatoire de la réalité, dans le fond, on suggère si les gens veulent faire ça pour réchapper à leur réalité, non juste pour sublimer puis vivre un petit moment de fun avec Rogue, mettons. C'est vraiment pour fuir quelque chose, c'est de s'interroger puis de faire attention en faisant ça. Mais oui, je crois que ça peut être vrai d'avoir buggé comme ça parce que ça fuck le cerveau bien raide, là. Vraiment. Oh my God! Mais je pense que c'est un Mais est-ce qu'elle a dit combien de temps elle dormait? Combien de temps elle a shifté dans le vrai monde? C'était comme 2 heures. Je me rappelle pas parce que honnêtement, moi, 12 ans, je sais pas comment je dirais ça, mais... Ben, tu sais, des rêves. Je vois plus ça comme un inconvénient. Je vois plus ça comme un risque qu'un bénéfice. Surtout pour les gens qui ont des personnalités avec
des micro-addictions faciles. La personne qui a commencé à aller au gym, qui a fait 0 à 100 en 2 semaines, puis que là, ça fait 3 ans, puis qu'elle continue. Même. C'est correct, c'est une pratique saine en théorie d'aller au gym, mais la modération a meilleur goût dans toutes les sphères de la vie. Quelqu'un qui est tellement intense, qui est sous-nourri par connaissance, puis voit ça comme un accomplissement. Des micro-addictions, là, genre moi, j'ai de la misère à arrêter de me ronger les ongles, mettons, là, depuis que ça fait 10 ans. C'est Jess qui me les a faites, là. Fait que c'est tes vrais ongles? Oui. Parce qu'elle m'est fait. Mais sinon, mes ongles là, sont rongés au sang. Là. C'est des micro-addictions desquelles je ne suis pas capable de me débarrasser. J'aurais peur d'essayer le shifting puis de ne pas être capable de m'en débarrasser et d'avoir de la misère à vivre ma vraie vie. Je comprends. Ça fait du sens. Il y a des gens, clairement, qui vivent ça actuellement. L'affaire, c'est que je me dis, il doit y avoir des gens qui ont des expériences incroyables, parfaitement normales. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que moi, je partage comme crainte aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut y réfléchir longuement et se préparer adéquatement si c'est quelque chose que vous voulez essayer. C'est un marathon, là. Tu fais pas ça en gougoune. C'est ça. Bien dit. Mais shifting. C'est fascinant quand même. Mais c'est ça requiert beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. Beaucoup de préparation. Mais tu sais, en même temps, shifting Harry Potter, c'est positif, mais tu shifts pas pour les Hunger Games, là. On est d'accord, là. Puis encore là, Harry Potter, choisis ton époque, là. Tu t'en vas-tu te battre ou tu t'en vas chiller sur le bord du lac, tu sais? C'est ça, je m'en vais chiller sur le bord du lac. Moi, je vais pas là pour me battre, là. Je vais pas là à la bataille de Poudlard puis pour assister au cours. Genre, moi, je m'en vais me promener dans les corridors dans mon uniforme de Serpentard. Imagine, legit, tu t'en vas faire tes 7 années à Poudlard. C'est ça, bibliothèque. J'irai dans la chambre des secrets. On est déjà rendu au dernier bloc de l'épisode qui est nos recommandations de fanfiction. Moi, je suis vraiment poche dans mes recommandations. Je suis pas originale, les filles. J'en ferais un tabarnak. Le pire, c'est qu'on a une grille sur notre Patreon qui est accessible à tout le monde avec toutes les fanfictions qu'on a lues, les notes qu'on leur donne, les liens, les auteurs. Pis tout, cool, parfait. Fait que ça, c'est accessible à tous. Oui. C'est un Notion, c'est une grille Notion. Fait que on pourrait t'envoyer le lien là, pour que les gens qui s'en... On les classe par chip, par note, par... c'est bien fait, les filles. C'est de la musique à mes oreilles. Fait qu'on va pouvoir... Un beau document. J'adore. Bien entretenu. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Excellent. Ma première recommandation, je vais y aller tout de suite dans la non-originalité. Dans le fond, je recommande la fille que j'ai recommandée en allant à votre podcast. J'ai pas Les jardins de Mithras. Les jardins de Mithridates. Ouais. Qui est une fanfiction de Rogue Hermione, dans laquelle Hermione perd 2 de ses 5 sens lors d'un accident de potion dans un cours avec Slughorn. Elle va perdre l'odorat et le goût. Ce que j'avais dit aussi dans votre podcast, c'est comme, bon, c'est pas la fin du monde, mais elle, c'est genre la fin du monde, et genre fuck. Puis Slughorn, il sait pas quoi faire pour comme essayer de renverser ce mauvais sort-là, whatever. C'est pas vraiment un mauvais sort, là, mais c'est comme, tu sais, la potion... Elle l'a mal faite, ça lui a revolé d'en face, puis c'est ça, elle a perdu ses sens. Fait qu'elle se tourne vers la seule personne qui, selon elle, peut vraiment l'aider, Rogue. Donc, ils vont comme embarquer ensemble dans cette genre de... Puis là, tu sais, lui, il veut pas, là, mais genre, lui, il voit un peu comme le défi... Professionnel, ouais, de la chose. Là, il est comme, OK, tu sais, intéressant parce qu'il comprend pas ce qui est arrivé. Fait qu'ils vont, comme c'est ça, se lancer là-dedans. À chaque soir, ils vont être ensemble, puis ils vont essayer de trouver comment lui redonner les sens. Il va faire plein de tests sur elle, puis tu sais, ensemble. Fait que c'est tellement bon, puis c'est écrit en français, là, c'est pas une traduction, là, c'était vraiment excellent. Fait que ça, c'est ma recommandation. Tous les liens de nos recommandations vont être dans le descriptif de l'épisode en passant. Et est-ce qu'on fait un tour de table ou on y va chacun notre tour? Non, regarde, on va y aller chacun notre tour. Ensuite, la fanfiction que je suis en train de lire en ce moment, c'est The Disappearances of Draco Malfoy que tu avais recommandé dans la première partie, qu'on a rementionné pour ton info dans certains épisodes depuis, Kevin, que j'ai reçu souvent. Lui, il l'a lu, il est comme c'est le tome 7. Là, j'étais genre, ouais, hein? C'est ce qui m'a convaincue. Je t'ajoute dans tes épisodes, puis là, je l'écoutais parler de ça, puis j'étais genre, yes! Ben, c'est ça. Fait que je la lis en ce moment. C'est du bonbon. C'est un chef-d'œuvre. C'est si bien écrit. Tu sais, je veux dire, tout le monde, là, moi, le monde rit de moi, là. Le monde qui ne comprenne pas, sont genre, tu lis la fanfiction d'Harry Potter, dans le fond, tu lis un gros porno, tu lis de la porn. Puis je suis comme vraiment pas. Tu sais, oui, des fois, c'est on le sait, là, c'est pornographique, là, dans la fanfiction. C'est très... c'est hardcore, des fois, oui. Oui. Puis bon, les ratings nous aident à un peu savoir à quoi s'attendre. Mais c'est même pas de la romance, en plus, dans des appearances. Ça prend longtemps. C'est long, je suis même pas rendue là.
C'est un fade to black. Il y a une scène presque sexuelle, puis c'est un fade to black. Ça veut dire que ça commence, puis on n'a même pas la description de la scène. scène. Elle a gardé ça, elle a gardé la même brand que les livres. C'est pour ça que c'est un bon set. C'est un bon ton set. C'est tellement bien écrit, tout le monde. Mais c'est même pas juste dans l'écriture, c'est le narratif, le scénario, comment ça se passe. Encore, je vais juste le répéter, juste rappeler c'est quoi l'histoire. C'est Drago qui va chercher les Horcruxes avec le trio parce qu'il est censé être mort, genre, whatever. Oui, il fait que ça mente. Je vais pas trop spoiler, mais dans le fond, tu sais, c'est tous les mêmes Horcruxes qui sont trouvés de manière complètement différente, dans pas le même ordre. Fait que tout est différent. Elle a tellement eu des bonnes idées, ça n'a pas de sens. Tu vois que ça a été bien réfléchi. Par exemple, quand le mariage de Fleur et Bill, les mange-morts arrivent, eux, ils vont transplaner, au lieu de transplaner à Londres, ils vont transplaner à Poudlard. Fait qu'ils vont tout de suite chercher à Poudlard au début, au lieu que ce soit à la fin. Ils trouvent le diadème en premier, au lieu d'être le dernier. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment intéressant, là, quand ils mettent le diadème de Serdaigle, ils sont tous fucking intelligents, parce que c'est ça, le but du diadème. Puis Hermione, elle développe une addiction aussi. Elle développe une addiction au diadème. En fait, on peut le mentionner peut-être pour encourager les gens à le lire, mais le diadème l'appelle quand elle dort. Ah, je suis pas rendue là. OK. Mais c'est correct. Fait qu'elle se ramasse la nuit, hypnotisée par le diadème, avec le diadème sur la tête. Puis là, sûrement que Malfoy va remarquer ça, mais Harry dit non. Non, les deux sont préoccupés. C'est Malfoy qui va la voir se réveiller à un moment donné, mais elle est plus là. Mais c'est bon, c'est tellement bon. C'est absolument magnifique. Je suis rendue au bout où ils sont à Godric Hollow. Puis contrairement à dans l'œuvre canon, ils vont rentrer dans la maison en ruine de James et Lily, ce qui est tellement bon. Puis là, tu vois une réaction vraiment, voyons, pas véridique, là, mais authentique. Pas réelle, authentique. Mais en fait, tu sais, c'est comment Harry se sent, en effet, de retourner dans Chris à côté de son crib de bébé. Oh mon Dieu, ça, là, il a fallu que j'ai déposé ma Kindle, j'ai pris une bonne respiration. Ça m'a fendu en quatre. Ouais, non, c'était triste. Puis que c'est du point de vue de Malfoy aussi, puis comme, il est comme fuck, ouais, OK, ça doit être tough, en effet. Il comprend la peine d'Harry, puis il est genre, ah, mais c'est bon, là. Mais c'est des éléments déclencheurs très subtils. Ça va être un moment comme ça qui va forcer Malfoy à réfléchir. Alternative tombe 7 à 100%, je pense que ça va être mon remplacement tombe 7. Vraiment. Bref, c'est ma recommandation. Puis j'ai un petit one-shot à vous recommander, qui est un one-shot que j'ai lu il y a, oh my God, genre 15 ans. Un one-shot de Rogue Hermione qui s'appelle Veiller. Ça a été écrit avant la sortie des tomes 6 et 7. Ça a été écrit genre en 2005. Je suis comme, Fait que c'est comme, tu sais, la personne, elle savait pas comme ce qui allait arriver avec Rogue, ce qui allait arriver avec la guerre. Fait que c'est comme, le one-shot, c'est... toute l'ordre du Phénix et à Poudlard, c'est la veille de la bataille. On sait que le lendemain, ça va être la grosse bataille. Là, comme ça a été calé, puis tout le monde est fucking stressé, personne ne peut dormir, tout le monde se prépare, tout le monde déambule dans le château, puis ça finit que Rogue et Hermione passent la nuit ensemble. Fait que, il y a du sexe, mais c'est aussi vraiment bien écrit, puis c'est la fin du one-shot qui est juste comme tellement poignante. J'avais pleuré. T'as-tu l'auteur? Oui. C'est une auteure, c'est en français, là, Morrigan sur fanfiction.net. Elle a écrit plein de fanfics. Non, mais c'est Morrigan Mercy que toi tu parles. Ah. C'est peut-être pas la même personne. Oui, c'est peut-être... Elle, c'est juste Morrigan. J'ai eu le flash, moi aussi. Alors, voilà pour mes recos. Puis, j'ai lu Do Not Go Gentle. Oui. C'est ça, mon 34 000 mots en 2 heures. Je l'ai lu cette semaine. C'est bonne, hein? Tu l'as aimé? Non. Tu l'as pas aimé? Puis, c'est Cenlin New. Ouais. De Manacled. Ouais. Je trouve que Rogue est true to character. Là. Ouais. C'est Hermione, j'ai pas trouvé true to character. Ouais. C'est là-dedans aussi, c'est Hermione qui a un petit problème. Dans le fond, c'est que le Sandbourg qu'elle s'est fait cicatriser par Bellatrix est en train de la tuer, dans le fond, tranquillement. Un peu comme, vous voyez, la main de Dumbledore, là, c'est un peu le même principe. Fait que c'est Rogue qui va l'aider à la cure, un peu. Puis à travers ça, ils vont développer une relation a fuck friend, sans être amis, là. Mais parce qu'ils vont comme être isolés ensemble pour régler le cure. En tout cas, tout ça pour dire que je la trouvais vraiment pas true to character, dans le sens, elle faisait rien. Elle était genre, moi, je vais mourir, je veux pas mourir. Puis elle aidait même pas Rogue à trouver un cure. J'étais comme, t'es bien gossante, puis elle était comme, moi, je veux juste fourrer. Ouais, je sais. En plus, un peu. Son argument me faisait tellement capoter parce que c'était comme, I just want to feel alive. J'étais comme... Genre, mais les scènes de sexe vraiment fucking bien écrites, j'étais genre ouf. Fait que ça, j'ai apprécié. Ouais. Mais c'est vraiment pas une des meilleures Rogue Hermione que j'ai vues. Fait que j'étais déçue.
34 000 mots, c'est pas pour moi non plus. J'étais comme, ça va trop vite. C'est trop court. Moi, j'ai besoin d'un 100 000 et plus, 200 000 et plus. Oh c'est tellement difficile à écrire. J'ai besoin, là, moi, d'un slow burn, là, que c'est au chapitre 30, que genre, il se touche la main. Drette ça. Ouais, drette ça. Moi, avec la même place que moi. J'aimerais Orgueil et Préjugés, m'en dire. Ouais. Alors voilà, maintenant, à vous, Jess, tu peux y aller avec tes recos. OK. Fait que moi, dans le fond, j'ai 2 recommandations. La première, c'est une Tomyun. Tomari. J'ai toujours l'habitude de Tomyun. C'est The Man in the Diary par, oh mon Dieu, Baby Boy Cthulhu. Je vais t'envoyer le lien parce que c'est compliqué. C'est vraiment le fun parce que dans le fond, c'est Harry qui trouve le journal de Tom. Et il développe une relation avec En deuxième année ou il est plus vieux quand il trouve le journal? Il trouve en deuxième année, mais c'est plus tard que ça se passe. Je comprends, merci. Puis, dans le fond, c'est ça, là, il tombe en amour avec Tom, mais avec la version d'Horcrux de Tom, la version de lui quand il était jeune. C'est ça. Puis, il y a comme des petits retours dans le temps, c'est ça, quand il se projette dans son... En tout cas, fait que, le fun, tu sais, vibes, enemies to lovers, une relation queer en plus, on aime ça. Excellent. Puis, la deuxième recommandation, je ne l'ai pas lue, mais elle est extrêmement vendue par Sarah. Fait que c'est ça, je vais la lire. Encore shout-out à Sarah, qui est notre experte du Drarry puis du Tomari sur notre Patreon. Puis, dans le fond, ça s'appelle The Ordeal of Being Known par Louis Fake. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est que Harry, il a reçu des sorts et tout, puis il a été complètement brisé par la guerre. Puis, il y a des affaires qui n'arrivent plus à se souvenir. Dans le fond, il perd la mémoire. Puis Draco, lui, dans le fond, pour comme son redemption arc un peu, c'est qu'après la guerre, il a décidé de devenir un mind healer. Fait que c'est Draco qui s'occupe de Harry, dans le fond, pour essayer de ramener son esprit, à soigner son esprit, dans le fond, puis lui ramener des souvenirs. Mais là, vu qu'il se rappelle pas de tout, il tombe en amour au travers, puis tout. Ça a l'air bien cute, bien fluffy. Puis c'est une recommandation. Les deux, c'est des fics longues. Ouais. Les deux, c'est des longues fics. Merci. De rien. Puis, on a aussi Running on Air, qui est une drarry qu'on a lu avec le book club, qu'on a tous bien aimé, qui est une bonne drarry bien populaire. Ouais. Petite note. Donc, moi, j'ai 2 recommandations Nevmion, puis j'ai 3 romans que je vais shooter juste à la fin pour les gens qui ont aimé lire les Harry Potter et qui cherchent des œuvres publiées qui pourraient avoir des vibes similaires. Merci. Donc, première Nevmion, qui est la Nevmion qui m'a vendu le Nevmion. Safe Word is Devil's Snare. Domination. Yes, par Shaya Loni. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je trouvais ça quand même soft. C'est peut-être parce que j'en ai lu d'autres qui m'ont vraiment C'est pas la première que tu as lue de 9 millions. Oui, c'est la première que j'ai lue. Je pense que c'est 90 000 mots. C'est un marriage law, en fait. Et puis, Hermione met en place un sortilège, là, comme pas le choix avec le ministère, elle met en place un sortilège pour voir c'est quoi les matchs, puis elle, Neville serait un match, mais Neville, il est taureau, puis il chasse des mange-morts pour le petit déjeuner, là. Il est rendu bien confiant, il y a des petites cicatrices un peu partout, puis il est comme tombé là-dedans par hasard. Puis là, ils ont comme 1 semaine pour voir s'ils veulent poursuivre la procédure de marriage là. Sinon, il faut qu'ils retournent faire le test pour rencontrer d'autres mondes. Fait que Neville se donne 1 semaine. Il se dit, est-ce qu'on se donne 1 semaine pour aller sur des dates? On a visiblement une chimie physique, mais il faut voir si on a des atomes crochus. Puis il se dit aussi, il faut que je lui parle de mon style de vie parce que c'est pas juste pour elle, là, tu sais. Ouais. Puis finalement, Hermione, qui est très brainiac, ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un qui prend soin d'elle puis qui lui permet de déconnecter. Puis fait que, en fait, sais-tu quoi? Je vais en profiter pour faire un petit speech féministe. Dans la pornographie, je trouve que le BDSM, c'est juste rendu une autre sphère dans laquelle les femmes subissent des violences par les hommes. Il n'y a pas d'aftercare, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien de ça. Dans la romance, puis là, je parle de la pornographie, pas nécessairement des vidéos, mais dans les livres aussi, BDSM, c'est la première fois que je lis du BDSM qui m'a émue. Parce que j'étais... Émue. Et le mot qu'elle a choisi. C'était pas juste du smut, là. C'était attendrissant de voir à quel point il pensait à toutes les sphères pour prendre soin d'elle. Puis ça m'a fait réaliser à quel point... Genre, attention, là, je vais te fouetter, t'es prête? Non. C'est tellement... Non. Ça va? J'ai une petite crème. Non. Moi, je comprends pas. Écoute, ça ressemble à ça, genre? Je peux pas l'expliquer au-delà de ça, mais je pense que quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans les médias qui représente mal la communauté. Mais
T'as raison. C'est l'aftercare, puis c'est la communication à quel point est importante. Puis c'est pas juste d'avoir un safe word, c'est de se dire c'est quoi ton état mental aujourd'hui, c'est quoi tes limites, qu'est-ce qui te ferait du bien, comment est-ce que je peux t'aider. Important. C'est comme ça que son rapport est construit avec Hermione. Puis c'était beau de les voir, là. Je lisais ça, puis j'étais comme... Ben, coudonc, merci pour ta prise de position. C'était vraiment beau. Puis j'étais comme... Intéressant. C'est peut-être du BDSM, mais c'est pas de la violence. Puis je trouve que la distinction est importante. Merci, c'est vrai. Alors, voilà. Un autre one-shot... Tu devrais aller à Sexe Oral parler de ça. Ça me ferait plaisir. Les filles de Sexe Oral, vous savez où nous trouver. Tu serais juste de ce bord-ci de la table. Puis eux de l'autre côté. Ici, même studio. Anytime. Bref. Deuxième fanfic qui est plus courte, 40 000 mots, je pense. On l'a lu dans le book club aussi. How Your Light Over Me, Scully Murphy, Hermione et Neville sont enseignants à Poudlard. Puis c'est l'anniversaire de 10 ans. Puis là, ben, elle commence à mal dormir et tout. Puis c'est très mignon. La scène de ce mode est un peu cocasse, là. Mais le build-up de leur amitié, le passage de Friends to Lovers est vraiment mignon. Donc, moi, j'aime beaucoup la dynamique Hermione-Neville à l'école en tant qu'enseignant. Je trouve ça chouette. Je suis pas capable, la gang des fics, après Moi, il faut que ça se passe pendant des années. Ah ouais? Moi, c'est retour dans le temps où... Moi, je peux pas les max 8e année. Moi, tu vois, c'est les marriages-là, je peux pas. À moins dans un e-plug. Je suis comme, c'est tout. Non, moi, c'est à Poudlard. Mais toi, tu lis beaucoup d'après. Oui, plus que de pendant. Tu sais, moi, qui sont rares au ministère de la Magie, je pourrais pas plus m'en sacrer que ça. J'adore. Je veux pas lire ça. Qui sont profs à Poudlard le 10 ans. C'est quoi, t'as dit 10 ans après la guerre? 10 ans après la guerre. C'est comme les festivités. Fait qu'ils sont rendus à 30 ans, ils sont encore jeunes. Là. Aucun intérêt. Mais c'est le fun, ça. au contraire, parce que tu peux t'imaginer comme étant Hermione, on a son âge. Ouais. Non, mais je comprends, Fred. Moi, avec j'ai juste 15 quand ans ça dans se ma passe tête. à Poudlard. Ouais. Ben, regarde, ça fait de la diversité, ça table. Ouais. Et maintenant, pour les romans, pour les gens qui ont aimé les livres d'Harry Potter et qui cherchent du contenu tout autant envoûtant, mais peut-être plus pour adultes, moins pour enfants. Première recommandation qui est A Deadly Education par Naomi Novik. Ça, c'est un Harry Potter rencontre Wednesday Addams. Premier tome, excellent. Deuxième tome, bon. Puis le troisième, je ne l'ai pas lu. Mais le premier tome est très bon. Puis j'ai trouvé, c'est très dark, par Protagoniste féminine? Oui. Wednesday Addams, en fait. Dans l'école existe dans une dimension alternative. C'est genre, il y a juste l'école qui existe dans cet endroit-là. C'est un grand vide, là. J'adore. Puis les gens apprennent la magie là, mais il faut qu'ils se tuent entre eux. Genre, dans le fond, t'arrives 400, puis tu finis si tu gradues, vous êtes rendu 40, là, parce que le monde sont offerts en sacrifice à l'école. Harry Potter meets aussi Hunger Games. C'est pas une compétition à la vie, à la mort. C'est juste qu'il y a des monstres dans l'école qui se nourrissent des enfants qui sont là. Mais en tout cas, allez lire le résumé. C'est le premier tome est vraiment excellent, puis le deuxième est aussi très bon. J'ai juste pas lu le troisième encore. Ensuite, deuxième recommandation, The Night Circus, pour les gens, par Erin Morgenstern, pour les gens qui sont fans de prose, de description, d'un rythme plus lent. C'est une des meilleures lectures que j'ai faites de ma vie. Ça fait 5 fois que je le lis, je pense. Wow! Je trouve... Puis pourtant, j'aime pas un rythme lent d'habitude, mais sa plume est magnifique. C'est une compétition dans un cirque qui est ambulant. Mais dans le fond, les gens ne savent pas. C'est 2 personnes qui font de la magie dans le cirque puis qui créent des temples. Puis les gens qui vont là ne savent pas qu'ils voient de la vraie magie. Là. Puis le cirque arrive dans la nuit sans avertissement. Fait que tu te réveilles un matin puis il y a un cirque dans le champ derrière chez vous. Puis les gens capotent bien raide sur ce cirque-là. Puis ils commencent à avoir des fans partout dans le monde. Puis les fans hardcore du cirque se reconnaissent en portant un foulard rouge. Puis là, c'est vraiment, là, il y a comme un lore qui se développe alentour du cirque. Puis il y a 2 jeunes qui sont en compétition dans le cirque de magie qui ont été inscrits contre leur gré quand ils étaient jeunes par des mentors qui voulaient prouver qu'ils étaient le meilleur mentor. Tomber en amour. Puis oui, mais ils savent pas qui ils sont un l'autre. Leurs identités sont cachées. Fait qu'ils jouent contre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et c'est fascinant. J'ai pas d'autres mots pour ça. Absolument fascinant. Et dernière recommandation, A Discovery of Witches, qui est une trilogie sorcière-vampire. Puis je sais qu'on est peut-être écœurés des vampires avec Twilight, mais c'est pas la même dynamique du tout dans ça. C'est exceptionnel, right? J'ai aimé la série. Ouais. J'ai pas lu les livres. Elle a pas lu les livres. J'ai fait regarder la série. Il y a eu une série. Oui, une saison par livre. Donc, c'est très bien fait. OK, c'est nos recommandations de romans pour ça. C'est quoi le livre que tu as lu récemment? Est-ce que je m'en vais sur ton profil Instagram? Baramba Sabgomez. Oui. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Ça aussi, en effet, ça serait une excellente recommandation. Très cosy, très found family, réconfortant. Bon, laisse faire. Peut-être pas pour... Ben, en fait, ça serait pour quelqu'un qui veut quelque chose qui n'a pas de trigger.
Ah, bon. C'est un peu quoi. C'est dommage, ce sera pas pour moi. C'est très cosy. Moi, j'ai besoin de toxique, de trigger, de illégal, des crimes. Pas que ça reste dans la fiction, c'est bien. Oui, exact. Je peux te faire une recommandation rapide de jeux vidéo? Oui. Ah, parce que beaucoup de gens ont joué à Hogwarts Legacy. Oui, j'ai adoré. Puis on triperait. Mm-hmm. Un jeu qui m'a donné... En tout cas, si vous avez aimé Hogwarts Legacy puis vous jouez à des jeux vidéo, un jeu qui m'a donné les mêmes vibes puis le même nombre de quests puis tout, ça a l'air con, c'est Witcher 3. Witcher 3. Suggestion. Pour ceux qui ont joué à Hogwarts Legacy puis que là... Puis est-ce qu'on peut commencer à Witcher 3 ou il faut faire le 1 et 2 pour comprendre? Okay. Il a-tu sa Switch? Oui. Yes! Switch, girl. PlayStation, on tout. s'achète tout le Puis c'est un jeu que, comme vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont joué à Hogwarts Legacy qui n'avaient jamais joué à des jeux vidéo avant. Puis là, ils ont trippé, puis ils sont comme j'en mange, j'en veux d'autres. Exemple numéro 1. Moi, j'avais fait 3, Zelda puis Hogwarts Legacy, puis maintenant, je joue. C'est ça. Witcher 3 est une excellente suggestion. Puis ils ont fait la version remaster. Fait que voilà. Bon, ben merci. Moi, que je peux recommander maintenant? Ben, il y a un vraiment bon podcast québécois sur Harry Potter. Il y a un bon podcast de littérature et de fanfiction. Oui, c'est ça. Aussi. Ben, merci les filles. C'était vraiment... On a tout couvert ce que je voulais parler aujourd'hui. C'était tellement pertinent. J'aime ça, jaser de fanfiction avec vous. Là, on va se déplacer à l'après-show Patreon. Les gens nous ont envoyé des questions. On va répondre à leurs questions. Puis, j'ai ceci, qui est un cahier Canada, qui vient direct de 2007, dans lequel j'avais commencé à écrire à la main ma première fanfiction. On va encore avoir le droit à quelques extraits cringe. C'est tellement cringe. Nous, avez-vous des trucs à lire? Ouais? Oui, pour notre après-show. Vous m'avez écrit quelque chose, mes On t'a écrit une fanfiction de moi? Oui. Oui. Fait qu'on se voit dans l'après-show. Tabarnak! Hostie que ça va être bon. Ah, mon Dieu, je m'excuse, je suis tellement vulgaire. C'est désolée. Wow! Ben... Merci. OK, là, on va finir ça là parce que je veux commencer l'après-show maintenant. Pour devenir membre Patreon, by the way, le lien dans le descriptif de l'épisode. Merci tout le monde. On se voit au prochain épisode. Bye! Bye!